Bonjour à toutes et tous, salut Cristal, salut Morgane, salut Margarine, salut Jeff, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer puisque vous êtes, comme tous les soirs, très nombreux. Bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures sur Twitch et TikTok de 17 h à 19 h les mercredis et les jeudis pour faire le point avec des expertes et des experts sur les questions de l'actualité diplomatique, économique, scientifique, politique, du web, de la tech, des idées. Avec vos questions dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. Une question, ça commence par une majuscule, ça termine par un point, s'il vous plaît. Donc beaucoup d'actualités économiques, politiques, aujourd'hui de l'actualité vaticane, puisque sauf si vous êtes terré dans une grotte depuis lundi matin, il n'a pas pu vous échapper que lundi matin, le pape François, chef de l'Église catholique, chef de l'État du Vatican, premier pape latino-américain et premier pape jésuite, quittait le monde des vivants après 12 ans de pontificat. Ce mercredi à Rome, la foule afflue pour venir se recueillir devant le pape François dans son cercueil, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, au cœur du Vatican, la place Saint-Pierre, où l'on retrouve Thomas Destel, envoyé spécial de France Info à Rome, qui nous a envoyé tout à l'heure cette petite vidéo. Salut Ludo, bienvenue à Rome et au Vatican. Je suis à côté de la place Saint-Pierre, au niveau de la file d'attente pour entrer dans la basilique où repose le corps du pape François. Comme tu vois, il commence à y avoir un petit peu de monde. Hier soir, il y avait une messe en l'honneur du pape François. Il y avait beaucoup de monde, souvent des touristes touchés par la disparition du pape et pas forcément des catholiques ou des fidèles. Je pense notamment à cette fille, Sarah, musulmane, qui m'a confié être très touchée par la disparition du pape. Quand on discute avec les gens ici, on sent que le pape a touché au-delà du catholicisme et on s'attend à beaucoup de monde pour voir le corps du pape. La basilique Saint-Pierre sera ouverte jusqu'à minuit ce soir. Thomas Destel, envoyé spécial de France Info à Rome, l'un des envoyés spéciaux de France Info à Rome, puisqu'ils sont nombreux. Les funérailles du pape François sont prévues samedi. Viendra ensuite le conclave, durant lequel les 135 cardinaux, parmi lesquels 17 Italiens, le pays le plus représenté, vont élire le nouveau pape. Alors, est-ce qu'il va être de la branche des progressistes ou plutôt de celle des traditionalistes? Il y a quelques noms déjà qui circulent, mais ce qui circule aussi, et c'est l'histoire qui nous le martèle, c'est que l'élu fait rarement partie des favoris. Bonjour François Mabille. Bonjour. Bienvenue dans Talk de France Info. Vous êtes politiste, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'IRIS. l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est juste. Bien. Je cherche CNRS en plus. Voilà. Et chercheur CNRS aussi. Alors, bienvenue François Mabille. À vos côtés, Christine Pelotti. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Il y a quoi la une de Témoignages chrétiens cette semaine? Un papier de François Mabille sur la diplomatie du Vatican. Quelle heureuse compagnie que ce soir. Et à vos côtés, en face de moi, Odon Vallée. Bonjour Odon Vallée. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de religion, puis vous êtes un peu mécène aussi à vos heures perdues, paraît-il. Ah non, je suis jamais mécène, jamais je ne dépense un sou pour quelqu'un, mais il se trouve que dans plusieurs pays, j'ai les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et donc, j'ai rien à payer. Mais j'ai 360 polytechniciens qui ont, oui, descendu les Champs-Élysées. J'ai 600 à 700 qui sont les numéro 1 du pays, etc. Et ils s'arrangent pour faire des merveilles sans que j'ai à trop payer. Pour ceux qui ne comprendraient pas tout à fait ce que dit Odon Vallée, je vous conseille d'aller voir la biographie, par exemple, sur Wikipédia d'Odon Vallée. Mais là, vous êtes là en tant qu'historien spécialiste de religion, davantage. Des religions et de la guerre. Parce qu'il n'y a pas de guerre sans religion. Et il n'y a pas de religion sans guerre. Depuis Luther, c'est comme ça. Vous allez nous expliquer tout ça, Odon Vallée. Avant de plonger les mains dans le cambouis, si j'ose dire, des mécaniques qui vont présider au conclave, peut-être quelques questions pour baliser un peu notre sujet. C'est une élection particulière, l'élection d'un pape, puisque tout le monde est éligible, mais personne n'est candidat. Personne n'est candidat, effectivement, même s'il peut y avoir des ambitions voilées ou dévoilées au dernier moment. Alors non, personne n'est candidat, personne ne fait directement campagne, donc personne ne fait acte de candidature. En fait, tout le monde peut être élu, y compris des gens qui ne sont pas dans le conclave. Donc les électeurs, ils sont dans le conclave, c'est des cardinaux, ils ont été désignés par le ou les papes précédents, ils ont moins de 80 ans pour être électeurs, ils peuvent désigner qui ils veulent. Ordinairement et depuis très longtemps, ils désignent l'un d'entre eux. Donc, grosso modo, ils sont 135 à entrer en rouge et l'un d'entre eux sortira en blanc. Mais alors, ils pourraient élire qui d'autre à part eux? Eh bien, par exemple, il est arrivé dans l'histoire qu'ils aillent chercher le patron d'un grand monastère parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Il y a très longtemps que ça n'est pas arrivé. On n'est pas obligé d'être cardinal pour être... Non, on n'est pas obligé de rien du tout. Odon Vallée. Écoutez, tout a été dit à merveille. Mais je pense que là, il se passe quelque chose qu'on oublie un peu trop. C'est que
il est peu probable que le successeur de François lui ressemble. On est dans un système... Vous déflorez ma question précédente, Odon. Oui, Je vous en prie. je pense que vraiment, on est dans un moment très difficile, mais n'oublions pas que le nombre de catholiques ne cesse d'augmenter dans pratiquement tous les pays du monde et que ce sont les plus jeunes. Le pourcentage de personnes qui augmente le plus, c'est les jeunes de 15 à 25 ans. Et l'église où ça augmente le plus, c'est le Sacré-Cœur de Montmartre. Vous voyez ça dans vos abonnés, à Témoignages chrétiens? Non, je pense pas. Moi, je vends du papier et malheureusement, il faut un certain âge pour aimer lire du papier. Donc, je crains de ne pas m'adresser exactement au même public que celui auquel on est en train de parler. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est une élection particulière. En tous les cas, c'est une élection qui a lieu dans un moment de l'histoire du monde qui est particulière et dans lequel on voit l'immense émotion liée à la mort du pape, parce que le pape, il touche directement 1,4 milliard personnes, ce qui n'est pas rien, et largement au-delà, c'est en fait la personne la plus connue du monde. J'allais dire, à part la reine d'Angleterre, mais malheureusement, on a enterré assez récemment la reine d'Angleterre, qui était une figure formidable. Donc en fait, on va élire un leader qui a une autorité mondiale, même sur les gens qui ne croient pas, qui ne sont pas chrétiens. C'est une grande autorité spirituelle. Donc il faut imaginer que c'est un sacré poids qui va peser sur les épaules de celui qui sera élu, et donc pour l'instant, un immense poids qui pèse sur les épaules de ceux qui vont voter. Alors, très prosaïquement, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon pape? Qu'est-ce qu'il faut pour être élu pape? François Maby. On peut quand même rappeler qu'il faut être homme. Voilà, je le dis. Non, mais c'est bien. Là, Mais ça voilà, balise au donc moins je notre suis débat. désolé pour les Oui. personnes, les femmes et les jeunes femmes qui vous écoutent, mais elles ne peuvent pas être pape. Il faut être également baptisé, je pense, et avoir plus de 18 ans, je pense, être majeur. Hein, ce Alors, sont- moi, je ne sais pas dans le droit canonique ce que ça dit exactement. Alors, je ne sais pas si l'âge est indiqué. En tout cas, baptisé, je pense que c'est une obligation. Et être homme, ça j'en suis sûr. Voilà. Donc, ce sont effectivement deux aspects qui sont importants. Ensuite, effectivement, le contexte actuel, je le verrai peut-être sous un angle complémentaire. Je pense que la période ouverte par l'élection de Trump et les conséquences qu'on perçoit immédiatement et que les églises en Afrique, par exemple, ont déjà pu percevoir avec la fin de l'aide, etc., le bouleversement des relations internationales, le fait d'ailleurs que le pape François, de par son hospitalisation, a été finalement empêché de prendre la parole ces dernières semaines, et on a finalement entendu son silence, si j'ose dire, cela aura peut-être un impact sur ce conclave. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, d'habitude, il y a des enjeux internes classiques qui expliquent l'organisation des courants. Peut-être que cette fois-ci, la dimension géopolitique, le contexte international viendra s'ajouter parmi les critères de réflexion sur le choix d'une personnalité. Ça pourrait se traduire comment, donc? Eh bien, il y a différents aspects. Il y a déjà le poids des États-Unis, de la politique américaine, de son impact à travers l'aide humanitaire sur certaines La dernière églises. personnalité que le pape a reçue, c'était J.D. Vance, le vice-président. Oui, c'est ça. Alors, C'est peut-être. Est-ce que c'est un hasard? C'est un peu un hasard, je crois. Alors, un hasard, oui. Personnellement, je pense que c'est plutôt un faux pas de la diplomatie vaticane. Je suis d'accord. Rien n'empêchait de ne pas le recevoir. Après tout, il n'est pas président des États-Unis. Il avait été reçu par le cardinal Parolin, donc on pouvait très bien penser que ça correspondait effectivement à son niveau de responsabilité. Donc je ne sais pas si c'est une volonté du pape express de le recevoir et de montrer en quelque sorte, si vous me permettez l'expression, qui était le patron après la polémique publique qu'il y avait eu, ou s'il y a eu effectivement une pression américaine pour que le pape le reçoive, avec bien évidemment des enjeux électoraux évidents pour J.D. Vance. L'enjeu qu'il y a par derrière également, c'est, on se souvient du premier mandat de Trump, c'est cette espèce d'internationale conservatrice chrétienne qui a tenté d'être mise en place par Trump et à l'époque par Steve Bannon. Et là aussi, il y a un enjeu fort, et on l'a bien vu avec le pontificat de François. Si à ça on ajoute
la Chine, la Russie, la question du Proche-Orient, on a quand même des questions géopolitiques majeures qui peuvent expliquer qu'un profil diplomate ou que quelqu'un qui soit particulièrement sensible au contexte international puisse faire partie éventuellement des favoris. Je rappelle quand même pardon, Alors j'ajouterais que Emmanuel Macron a fait d'énormes, de gigantesques erreurs. Quand il a fait venir Trump à l'Élysée, et quand ensuite il lui a dit, bon, on va à Notre-Dame, le pape François n'a pas supporté un truc comme ça, et l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, ne l'a pas supporté non plus. Donc, c'est pas normal. On peut pas dire, voilà, il y a Madame Mintel, des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, ça va pas. Donc, je pense que on va payer, nous, Français, ça. Pourvu que ça n'empêche pas le cardinal Aveline d'être élu. Bon, on y reviendra juste après. Christine Pelotti, oui, je précisais que l'un des derniers gestes du pape François, avant d'entrer à l'hôpital, donc avant de succomber à cette pneumonie, ça a été d'écrire une lettre aux catholiques américains qui était une réponse évidente à des propos de J.D. Vance. J.D. Vance étant un converti au catholicisme. Depuis pas très longtemps. Depuis pas très longtemps, donc c'est un néophyte en langage technique. Et cette lettre aux catholiques américains est une machine de guerre théologique et spirituelle contre J.D. Vance, qui justifiait la politique anti-migrants des États-Unis. Et ça, c'est un propos du pape François. Et ensuite, il rentre à l'hôpital. Donc, c'est très singulier de voir que la dernière personne qu'il reçoit, à laquelle il ne parle pas, tellement il a le souffle court. Il lui donne il lui donne des Ferrero Rocher, oui, il lui donne des œufs en chocolat pour ses enfants. Oui. Bon, voilà. Je pense aussi que c'est un faux pas de la diplomatie vaticane de l'avoir amené jusqu'au pape pour que ce soit le dernier qu'il a vu. Je pense que J.D. Vance a fait tout ce qu'il pouvait pour avoir en quelque sorte le selfie avec le pape, d'autant qu'il y avait quand même ce texte qui, il faut imaginer que le texte du pape a permis à un épiscopat américain très clivé, très séparé, de faire corps ensemble contre la politique migratoire de Trump. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un document qui est extrêmement important. On avait d'ailleurs vu quelques semaines auparavant déjà quelques évêques reprendre à leur compte des arguments de Trump en disant oui, effectivement, la politique migratoire peut poser, en tout cas les migrations peuvent poser certains problèmes et donc un certain nombre de critères posés par le président Trump peuvent être tout à fait admis. Et là, il y a eu effectivement certainement le dernier geste, pas simplement symbolique, mais d'autorité du pape, rappelant qui était in fine l'autorité dans l'Église catholique. C'est là qu'on voit la grande différence d'ailleurs entre les églises protestantes et l'Église catholique. Et ça, je pense que, Christine, vous évoquiez effectivement J.D. Vance converti. J.D. Vance, je dirais qu'il est un petit peu le représentant des églises professantes, mais à l'intérieur du catholicisme. C'est-à-dire c'est un catholique converti avec une sorte de rapport direct à la Bible. Et il a semblé oublier lorsqu'il a utilisé ou interprété Saint Augustin que dans le catholicisme... Peut-être réexpliquer peut-être ce moment de Saint-Augustin. Oui, disons, qui nous rejoignent, qui sont sans entrer dans les détails, disons qu'il a mobilisé une certaine interprétation très particulière de Saint-Augustin pour expliquer la notion du bien commun, mais en faveur du nationalisme américain. Et c'est là qu'il s'est sans doute trompé d'église. Assez rapidement, il a eu une réponse du pape, effectivement, lui rappelant que dans l'église catholique, on était dans une institution hiérarchisée, centralisée, et que les croyants n'étaient pas libres d'interpréter comme ils le voulaient à ce niveau-là, en tout état de cause, la Bible. Et donc, il y a eu une leçon d'interprétation biblique qui a été infligée à J.D. Vance par le pape. Baudon Vallée, je vous voyais acquiescer largement. Alors, vous avez totalement raison, mais ça fait à peu près 1500 ans que tout le monde dit tout et n'importe quoi sur Saint-Augustin. C'est effroyable de voir les bêtises qui circulent sur Saint-Augustin, qui fut un très très grand théologien, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Moi, je pense que le pape n'est pas un théologien extraordinaire d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est qu'il estime qu'il y a beaucoup de rôles de théologiens qui peuvent s'exprimer à condition que personne
n'aille contre une vérité enseignée. Voilà. Oui, alors, puisqu'on revient au conclave, hein, une grande mosaïque de représentation du monde. Le pape François a choisi, me semble-t-il de tête, 108 cardinaux sur les 135 qui peuvent être appelés. Alors on peut dire qu'il les a appelés à sa main, hein, qu'il a choisi ses hommes, Oui, il les a et qu'il a, choisis. et qu'il a préparé sa succession. Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il a choisi des hommes parce qu'il les... Alors, il choisit que des hommes, hein, je précise. Jusqu'à plus ample informé, il n'y a pas de cardinal. J'espère qu'il y en aura, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Les femmes n'étaient pas très présentes quand même dans l'entourage de François. Non, non, mais à tout le enfin, moins. il a beaucoup fait quand même. Il a fait des actes symboliques forts. Il a nommé une femme numéro 1 dans un dicaster, c'est-à-dire un ministère, en la nommant préfète. C'est l'équivalent de ministre. Ça s'était quand même jamais vu. C'était le 6 janvier, Alors, le 6 j'ai quand janvier même de cette lu, année. mais je peux pas ni le prouver, mais je l'ai lu simplement. Donc on lui avait quand même largement suggéré le nom, voire qu'on lui avait dit que c'était très très bien de le faire à ce moment-là. Ah oui, non, mais C'était pas vraiment de son initiative. Oui, mais enfin, il l'a fait. Mais Il a nommé des femmes au cours de son pontificat. Il a nommé des femmes numéro 3, puis des femmes numéro 2, puis enfin, il a nommé une femme numéro 1, avec des complexités. Donc, je suis suffisamment féministe pour ne pas donner des bons points au pape par pure bonté d'âme. Je le fais parce que effectivement, il a fait un peu avancer les choses et je l'en remercie. Donc, pour en revenir à nos cardinaux, il n'y a pas de cardinal. Il y en a 108 nommés par François lui-même, qui ne les a pas nommés à sa main. Il les a nommés venant de tous les coins de la terre. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Il coins y a dans des la cardinaux terre. qui viennent d'Europe, mais de moins en moins. Mais de moins en semble-t-il. moins, donc il les a nommés des extrémités, des périphéries, pas du tout comme on faisait autrefois. On nommait un cardinal à Paris, un cardinal à Lyon, un cardinal à Munich, un cardinal à Varsovie, etc. Donc dans les grandes capitales, les grands métropolitains qui faisaient un peu la pluie et le beau temps. Il y avait ceux-là, et puis ceux de la curie, qui étaient à Rome, et qui, eux, protégeaient la papauté. C'était un peu ça la bataille qu'il y avait autrefois dans les conclaves. Là, on n'est pas du tout dans cette position-là. Et en même temps, moi, je ne crois pas non plus que la bataille soit une bataille nord-sud, c'est-à-dire la vieille Europe et puis le sud, parce que le sud, il est très varié, très éclaté. Donc, je ne crois pas que ça suffise de dire il va y avoir une opposition entre le nord et le sud. Elle existe, ce clivage existe, mais je suis pas sûre que ce soit des oppositions. Il peut y avoir des alliances, parce que ça va quand même être un grand jeu d'alliance. Hein, c'est un conclave, c'est un moment assez incroyable. Hein, on les enferme, cric-crac dans la baraque, Littéralement. vraiment à clé. Hein, c'est ça que ça veut dire. Conclave. Conclave, cum clavé en latin. Avec des clés. Voilà, on les enferme et puis on laisse la dynamique de groupe fonctionner dans des actes très formels. Et puis en même temps, ils ont relâche pour le déjeuner, le dîner, etc., où ils se parlent. Et puis quelque chose émerge. Et c'est pour ça que moi, je laisse les pronostics à d'autres. Je ne m'y risque pas. François, Alors, il y a un vous- truc idiot, pardon. c'est que on a appelé conclave quelque chose qui n'a rien à voir avec les religions. Vous le savez, hein. Expliquez-moi. Et c'est quoi un conclave? C'est quelque chose conclave. On n'a rien dit sur le fait que ça n'a rien à voir avec les religions. Vous me comprenez? En partie, oui, je pense vous, je pense vous comprendre. En Et même là, temps, Il y a des Français qui vont se tromper complètement. oui. Alors, je vais peut-être revenir sur ce qui a été dit. Je pense qu'il y a, enfin, moi, je souscris aux différents propos. Peut-être deux ou trois précisions sur effectivement la nomination de cardinaux par le pape François. Il y a deux choses. Il y a un mouvement d'internationalisation qui était déjà ancien, qui a été lancé par Pie XII, poursuivi, amplifié par Paul VI et bien sûr Jean-Paul II, qui a été continué, mais à sa manière, par le pape François, comme vous le disiez, en nommant des cardinaux venus de pays où on n'avait pas l'habitude de voir des cardinaux, et je dirais surtout en fonction de critères de sélection assez différents. Généralement, des gens qui ont eu une expérience pastorale assez forte. Moi, j'étais assez frappé de cela lorsque j'en ai fait la liste, de voir combien d'entre eux
eux avaient eu une expérience sociale, une expérience de terrain extrêmement forte. Il n'empêche que le fait d'avoir des cardinaux venus de pays non habituels renforce ou donne peut-être un certain aspect de déstabilisation au conclave. On l'a dit, les 130 et quelques ne se connaissent pas nécessairement. J'entendais le cardinal Aveline dire hier à la télé, mais écoutez, je vais rencontrer des personnes que je ne connais pas. Jamais rencontré. Voilà. Donc ça veut dire que le conclave, c'est quand même un processus d'élection qui a une rationalité limitée, où des gens qui ne parlent pas nécessairement la même langue, qui ne se connaissent pas nécessairement, qui ont un certain nombre de représentations, qui passent par des médiations X, Y, Z, vont croire qu'ils pensent la même chose, etc. Bon. Mais ça, c'est le premier aspect de l'internationalisation. Ce qui était moins le cas avant. Bah oui, c'est-à-dire que il faut voir qu'il y a aussi une sorte d'écrémage, alors qui joue encore dans les nominations, mais combien de cardinaux sont passés par les universités romaines et les universités pontificales. Je dirais que ces universités romaines, c'est une sorte d'école nationale d'administration de l'Église catholique. Alors elles sont nombreuses, enfin il y en a 3-4 qui jouent véritablement le rôle de sélection, et on voit bien là encore quand on prend la liste que 90% des personnes qui sont nommées cardinales sont passées par ces universités-là. Sur le rapport Nord-Sud, oui, je pense que vous avez raison, ça ne se joue pas de cette manière-là. En même temps, moi j'ai été frappé dans de nombreux déplacements ces dernières années d'entendre systématiquement une sorte de ressentiment ou j'allais pas dire de sentiment de revanche, mais enfin, notamment en Afrique, mais je l'ai entendu également beaucoup en Asie. L'approche suivante, l'Église catholique en Europe a longtemps été dominante. Au nom de quoi aujourd'hui pouvez-vous nous donner des leçons compte tenu de l'avancée de la sécularisation en Europe? Et c'est un argument qu'on a pu entendre, y compris sur des aspects plus doctrinaux. Je pense aux réactions des églises africaines et du cardinal Ambongo, l'archevêque cardinal de Kinshasa, qui, par rapport à la proposition du pape de bénir les couples de même sexe, a pu avoir des propos très durs en disant mais attendez, là le pape, c'est plus le pape du Sud, c'est un pape qui est vraiment européen, qui n'est pas fidèle à la doctrine que vous, les catholiques européens, avez enseigné notamment aux catholiques africains, et en plus au nom de notre culture africaine, on ne peut pas accepter ça. Et vous voyez, il y a là différents aspects qui me semblent être importants parce qu'ils introduisent à la fois une dissension et puis un sentiment que finalement la fidélité à la tradition, on ne doit plus la trouver du côté des catholiques européens, mais chez les églises, alors on va dire jeunes ou maintenant du Sud, j'aime pas l'expression du Sud global, pour moi ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas les églises non européennes. Et je pense que là c'est peut-être effectivement, pour en revenir à ce que vous disiez, un des facteurs. C'est pas du nord-sud, mais c'est un des sous-facteurs qui peut entrer effectivement dans la mise en évidence de certains courants au sein de l'Église, qui seront de toute façon des courants transnationaux. Voilà, Alors moi, je vous suivrai complètement sur, par exemple, Manille. Oui. L'archevêque de Manille est quelqu'un d'une subtilité formidable. Par contre, pas de pape africain. C'est épouvantable. Quand on parle du cardinal Sarah, on oublie de dire... Oui. Ah oui, non, mais on oublie il faut de expliquer dire... un petit peu qui est le cardinal Sarah, qui tranche un peu avec le reste de ses... On oublie de dire qu'on ne sait pas ce qu'il a fait, parce que c'était quand le général de Gaulle avait commis l'énorme erreur de saboter entièrement ce qui se passait en Guinée. Or, en Guinée, il y avait 4 séminaristes et pas 5. Et ils ont été au séminaire de Nancy. Et on s'aperçoit que sur les 4, 3 ont quitté le séminaire pour se marier. Un est resté, c'était Sarah. Le seul qui n'aurait pas dû rester. Voilà, exactement. Vous avez tout compris, vous, Le alors? cardinal Sarah, c'est traditionnaliste. Oui, Ah ouais. mais c'est contre les politiques migratoires. Oui, alors je dirais c'est C'est une presque. personnalité un peu à part, quand même. Écoutez, quand Pas- il pas vient, tant que non, parce que à la fois quand il vient en France, il a une certaine audience. Moi, j'étais frappé tout de même de voir que j'ai été assisté à certaines de ses conférences, les salles étaient remplies. Il fait le lien entre certains courants africains, certains courants européens et des courants nord-américains, lesquels d'ailleurs le soutiennent, sachant, si vous voulez, que à mes yeux, avec lui, on va plus loin simplement que la question d'expression d'un catholicisme conservateur ou traditionnel. C'est-à-dire quand on le lit,
on peut être quand même choqué par certains de ses propos. Je vous en donne 2 dans son livre. Alors, j'ai plus le titre Je pense qu'il faut exact. expliquer un petit peu pour ceux qui nous rejoignent, parce que c'est une figure quand même clivante. C'est une figure clivante, mais c'est une figure qui se dit également philosophique, mais qui avance des propos. Je dirais que c'est un peu du CNews au niveau international. Hein, oui. Voilà. Je vous donne juste deux exemples tirés de son avant-dernier livre. Le cardinal Sarah. Il est cardinal, il va être parmi les électeurs. Enfin non, je ne sais pas, il est encore, il est à 78, 79, voilà, c'est ça, il approche des 80 ans. Bon. Il vous explique dans son livre qu'il y a, je le cite, une parenté idéologique entre le nazisme et le libéralisme. Bon, je ne sais pas quel prof de sciences politiques enseigne ça dans les IEP en France, mais je doute qu'il y en ait beaucoup. Le lien est tout le moins, en tout cas distendu. C'est ça, voilà. Il vous explique également que c'est en Europe que la liberté religieuse est la plus menacée. Bon. C'est discutable, voyez. Donc voilà, on est là en face d'une figure qui est pas simplement conservatrice, traditionnaliste, mais au sens strict à la fois réactionnaire et qui a une approche philosophique qui peut poser problème, effectivement. Alors vous avez totalement raison. Pedotti, je vous file la parole après, Odon Vallée. Christine Pedotti, pardon. Alors, oui, alors sur le Sud, il y a aussi, on a parlé des Africains, des Asiatiques, mais il y a le Sud de l'Amérique latine. François venait d'Amérique latine, et l'Amérique latine, dans son épiscopat, et donc les cardinaux d'Amérique latine, ils sont les porteurs d'une sorte de culture entre les deux, et en particulier avec beaucoup d'ouverture aux questions de mœurs, etc., où ils sont beaucoup plus libres que ne peuvent l'être les Africains ou les Asiatiques. Donc en fait, ils sont une force je dirais, d'atténuation des clivages. Et si on va regarder l'épiscopat américain et donc les cardinaux américains, c'est pareil. Il y a de forts clivages. Il y a des gens qui sont très ouverts. Le pape a nommé à Washington McElroy cardinal à Washington. Il a choisi le pape François. Le pire ennemi de Donald Trump. Il a choisi le pire ennemi de Donald Trump, qui a été installé à la cathédrale de Washington quelques jours après l'intronisation de Trump. Hein, donc, on voit bien que le pape, il faisait de la politique. Hein, il n'hésitait pas. Donc voilà. Donc c'est tout ça, tous ces petits morceaux qu'on met les uns à côté des autres, nous donnent quand même une image de ce futur conclave complexe. D'où pour la deuxième fois, je vais dire, je ne me risque pas à faire de pronostics. Je pense qu'il ne faut pas oublier que pendant une trentaine d'années, il y a eu quand même 2 pontificats assez homogènes et articulés entre Jean-Paul II puis Benoît XVI. Voilà. Ces 2 pontificats, contrairement à une image d'Épinal que j'entends circuler de plus en plus, où on présente Jean-Paul II à partir de la fin de Jean-Paul II, donc une sorte de personnage consensuel. Il ne faut pas oublier que les 2 pontificats, et notamment la première partie du pontificat de Jean-Paul II, a été extrêmement conflictuelle. C'est traduite par de très nombreuses condamnations, expulsions et sorties de l'Église catholique. Vous savez, vous avez le livre d'Hirschman sur les choix possibles dans une organisation. Les choix, ils sont au nombre de 3. Le titre de l'ouvrage, c'est Loyalty, Exit or Voice. C'est-à-dire soit on est loyal à l'organisation, soit on prend la parole, soit on la quitte. Et je pense que ce qui s'est passé tout au long de ces 2 pontificats, c'est que les personnes qui ont pris la parole et qui se sont rendues compte que cette prise de parole n'était pas suivie d'effet, eh bien, on finit par partir. C'est un petit peu le risque que je vois aujourd'hui avec les catholiques allemands. Si vous regardez la situation de l'Église catholique allemande, vous vous rendez compte que depuis maintenant 10 ans, vous avez tous les ans entre 300 000 et 500 000 catholiques qui quittent l'Église catholique. Ça veut dire en 10 ans, grosso modo, 4 millions de catholiques allemands ont décidé de ne plus se reconnaître dans l'Église catholique allemande, donc dans l'Église catholique. Voilà. Qui reste ? Restent les loyaux ou ceux qui se retrouvent dans l'Église telle qu'elle est organisée, telle qu'elle a été organisée par Jean-Paul II et Benoît XVI. L'un des enjeux de ce pontificat, c'était de savoir si effectivement, et je partage ce que disait Odon Vallée, je ne pense pas que, alors je ne suis pas théologien, mais enfin ce que j'entends de la part des théologiens, c'est que le pape François n'était pas un grand théologien, mais il avait des intuitions qui se retrouvaient dans ses expressions, dans certaines phrases. Je pense que l'un des enjeux précis de ce pontificat, c'est de se dire, est-ce que finalement il y a une sorte de génération François qu'on n'a pas vu encore et qui va arriver avec une sorte de décalage temporel dans
quelques années. Je pense à la réforme qu'il a tenté d'introduire dans la formation des séminaristes. Voilà. Est-ce que son prédécesseur va bloquer? Mais qui serait une génération qui se serait construite, si je puis dire, en contraste, en miroir de Pas en François, contraste, mais ou en de adhésion, manière... comme il y a pu avoir avec Jean-Paul II, par exemple. Voilà, c'est ça. Oui, il y a une génération... Les GMJ, quoi. Alors oui, je ne sais pas si c'est une génération GMJ. En tout cas, la manière dont les séminaristes ont été formés pendant une trentaine d'années, effectivement, a nécessairement un impact. Et finalement, le pape François s'est retrouvé avec un épiscopat qui était un épiscopat totalement issu de ces deux pontificats. Donc là, ce qui se joue et qui est peut-être un petit peu tôt, c'est de savoir si ce que le pape François a tenté d'introduire va produire des effets immédiats, ou est-ce qu'on va se retrouver avec un décalage dans le temps entre un conclave qui arrive un petit peu trop tôt pour bénéficier de ces effets-là, ou au contraire, est-ce que ça aura une incidence directe? Alors, il faut quand même pas regarder les choses uniquement à partir de la France, qui est particulière, assez sécularisée depuis longtemps. Hein. Je rappelle à ceux Voilà. qui nous regardent ou ceux qui nous lisent, qui nous écoutent, qu'il y a très très peu de chances pour que le pape soit français. Oui, oui, il y a peu de chance. On ne dit pas qu'il y a zéro, mais je pense que le cardinal Aveline a sans doute assez peu de chance d'être pape, mais en revanche, il sera un faiseur de pape. Il a autour de lui, il a une stature suffisante pour participer aux courants qui feront les papes. Alors c'est vrai que quand on regarde les catholicismes européens, et en particulier en France, on voit bien qu'effectivement, il y a eu une très forte hémorragie. Moi, quand je me mets à défendre les femmes, que je deviens une féministe dans l'Église catholique, je choisis pour ça s'appelait le comité de la jupe, je choisis comme devise ni partir ni se taire, ce qui est une merveilleuse illustration de on est loyaux ou on parle ou on part. Je veux dire, ni partir ni se taire. Le nombre de fois on m'a dit si vous n'êtes pas contente, partez, allez chez les protestants. Voilà, on voit bien que il y avait cette logique de dire c'était une logique si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Alors le pape François, il a retourné ça en essayant de rendre, je dis bien de rendre à l'Église catholique ce qu'elle a su faire pendant des siècles, c'est-à-dire d'être une énorme machine à digérer la différence, à digérer la complexité. Finalement, il y avait le catholicisme pendant des siècles a su happer les marges. Et puis tout d'un coup, c'est une de la machine. digestion lente. Peut-être aurait-il Oui, fallu un peu d'alka-seltzer parfois. L'énorme ventre d'une église, ça attrapait les gens sur les bas-côtés et finalement, ça les digérait lentement et ça se laissait transformer. Avec un très bel exemple qui est le nom que prend le pape François. François le pauvre d'Assise, finalement, il a une forme de radicalité extraordinaire. Hein. On est, il y a presque 1000 ans. Saint François d'Assise qui donne ses vêtements qui donne aux ses démunis. vêtements, qui a un fils de riche qui devient pauvre volontairement, qui impose la pauvreté dans un monde qui commence à s'enrichir, qui devient... Il incarne l'évangile et l'Église ne le rejette pas. Au contraire, l'Église se laisse en partie transformer comme le levain dans le gâteau fait lever la pâte. Hein. L'image est évangélique. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, tout d'un coup, au cours du 19e et du 20e siècle, le catholicisme s'est mis à fonctionner comme une machine à rejeter ce qui n'était pas complètement dans les clous et étrangers. Je pense qu'un des grands enjeux du catholicisme aujourd'hui, c'est de savoir faire remarcher la machine pour être inclusif, pour dire un mot moderne. Voilà. Comment est-ce que le christianisme, le catholicisme va redevenir ce qu'il a longuement été, qui a été d'être inclusif? Je pense que le pape François, c'est ça qu'il a essayé de faire quand il disait qu'il choisissait un modèle pastoral. Voilà. Il disait l'Église, c'est un pont. L'Église, c'est un hôpital de campagne. Hein, on y vient, on est tout cabossé et on est soigné, etc. Donc, il a fait ces images-là. Alors, après, on parlait tout à l'heure du poids plus important, ou en tout cas à considérer des églises d'Afrique. On peut pas dire que ce soit les plus inclusives non. Du monde, si je peux me permettre. Tout à fait. C'est peut-être aussi, il y a peut-être aussi beaucoup d'hypocrisie. Peut-être que c'est aussi ça qu'on a perdu chez nous. C'est il y avait des choses qu'on cachait, il y a des choses qu'on cache plus. Il y a aussi un autre élément, puisqu'on parle de cacher des choses. Il y a un élément qui va intervenir dans ce conclave, c'est qu'il va falloir que les cardinaux soient sûrs que celui qu'ils vont élire n'a rien à se reprocher sur la question des abus sexuels. Alors, de façon directe, mais surtout qu'il n'a rien dissimulé. Et ça va être assez compliqué.
Parce que qu'est-ce qui se passe si on élit un pape et puis que tout d'un coup, on a un groupe de 4 ou 5 victimes qui disent mais quand il était évêque, on lui a écrit 5 fois Parce que et il nous a jamais désormais, les répondu. évêques sont responsables. Voilà, il nous a jamais répondu. Donc ça, c'est un risque. Les cardinaux, ils vont mesurer ce risque et ça va être assez compliqué. Et ça va peser aussi sur la possibilité d'élire un Africain, par exemple, parce qu'il n'est pas sûr que beaucoup de lumière ait été faite sur cette question-là dans les diocèses d'Afrique. Odon Vallée. Alors, moi, je m'intéresse toujours aux années où il y a eu le plus de catholiques dans les églises françaises. Et le plus de protestants, c'était pareil. Ce sont les années suivant la Première Guerre mondiale. 1 400 000 morts. Il a fallu les chantiers du cardinal pour ouvrir des églises formidables qui sont classées monuments historiques et pour que les gens aillent, mais vraiment prier pour les morts. Ma mère était du chemin des dames, 200 000 morts en 2 mois, elle a été épargnée, elle allait tous les jours à la messe. Et 6 juin 1944, pareil, c'est formidable ce qui s'est passé. Parce que les Américains abordaient le rivage avec, je dirais, un disonnier, c'était un petit machin là, comme on les scouts, c'était déjà avec du sang. Ils étaient déjà en train de prier pour la vie. Et ils sont à 90% morts pour vous voyez, la première vague. Je pense que c'est affreux, mais en Ukraine, c'est ça. On est en 1914 en Ukraine, hein, on est dans les tranchées, il ne faut pas se faire d'illusions. Et les Français, je crois, ont bien fait de le comprendre. La guerre, ça ramène les religions. Et les religions, ça entraîne les guerres parfois. Luther, ça c'est clair. François Mabille. Oui, alors je nuancerai peut-être si vous me le permettez. Alors vous avez raison, effectivement, on peut voir effectivement des réactivations religieuses au moment où il y a des quêtes de sens, des souffrances, etc. Si on prend le cas de l'Ukraine, encore faut-il regarder la position, en l'occurrence, du pape. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le pape soit vraiment pleuré en Ukraine. Il est plutôt une figure peu appréciée, voilà. Et donc, vous voyez, là, je pense que d'une certaine manière, les positions du pape François, son pacifisme général et son pacifisme en particulier sur l'Ukraine a pu être plutôt un repoussoir. Bon, mais il s'est fait engueuler par les Ukrainiens. Tout à fait. Si on parle de la Seconde Guerre mondiale en France, les conséquences de ce qui s'est passé en France pendant Vichy ont plutôt été terribles pour le catholicisme. Alors, il y a eu une forme de renouveau, vous avez raison, une forme de renouveau du catholicisme, mais combien de personnes également ensuite ont estimé que l'Église catholique, à travers son épiscopat, était complètement délégitimée en raison de l'attitude de beaucoup d'entre eux, pas tous, témoignage chrétien et tout à fait l'illustration, effectivement, que on ne peut pas dire les catholiques, mais des catholiques, et qu'il faut bien distinguer, et les laïcs, et non pas toute la hiérarchie, mais certains membres de la hiérarchie catholique. Mais vous voyez, ça joue également, et je pense que dans les manifestations, les types de discours qu'on peut entendre, et qui parfois reviennent facilement, toute religion confondue, pensez puisqu'on évoquait l'Ukraine, pensez aux propos du patriarche Kirill, qui reprend finalement une ancienne qu'on avait pu connaître, y compris pendant la Première Guerre mondiale, avec la guerre sacrée, je bénis les fusils, les chars, etc. Donc je pense que le rapport, effectivement, à la guerre est sans doute plus compliqué. Sinon, je voudrais juste revenir sur ce que disait Christine et auquel j'adhère, les propos auxquels j'adhère complètement. Je pense que parmi les critères qui vont jouer, il y a effectivement cette tension que vous avez évoquée entre ce que Jacques Pallard appelait l'unanimisme catholique. Est-ce qu'on est encore dans une approche unanimiste ou est-ce que effectivement on tolère
une diversité, et si oui, jusqu'où? Parce que le risque d'une trop grande diversité, c'est un éclatement, c'est la scission, voilà. Ou est-ce que l'Église devient une sorte de ventre mou, acceptant un ensemble de Fédération de postures, croyances. voilà, une fédération de croyances, et derrière finalement une unité formelle, on accepte des différences très, très fortes. Et puis l'autre aspect, au-delà de l'unanimisme, c'est de se demander effectivement comment ces identités peuvent jouer, et peuvent jouer par rapport aux évolutions contemporaines. Et où là, on se retrouve autour de la thématique qu'on a bien vue sous Benoît XVI. Hein. Est-ce que l'Église catholique veut continuer à être dans une attitude intransigeante, hein, et c'est l'intransigeantisme que travaillait notre ami Émile Poulain autrefois, intransigeantisme catholique par rapport à la modernité, ou est-ce qu'on est plutôt dans une politique d'accommodement? C'est la thématique de l'accommodement raisonnable ou des principes non négociables. Hein, le pape Benoît XVI, recevant des parlementaires du Parti populaire du PPI, donc au niveau européen, leur dit il y a des principes non négociables. Et donc, comme catholique, bien que vous soyez dans des partis politiques, etc., il y a des sujets sur lesquels nous ne pouvons pas transiger. Voilà. Et je pense que cette ligne-là, cette tension entre intransigeance et, au contraire, accommodement, va être aussi au cœur des discussions entre les différents cardinaux. Alors, sauf pour ces 2 derniers voyages, notamment en Grande-Bretagne, car là, il a été formidable dans un sens où il a dit « nous, qu'on soit catholiques, protestants, anglicans, c'est pas grave ». Je pense qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas faire autrement. Benoît XVI ou François? Benoît XVI. Benoît XVI. Voilà. Et ensuite, Le précédent, pour ceux qui nous au rejoignent. dernier voyage qu'il a fait au Bénin, incroyable. Incroyable, c'est là qu'il a dit, discrètement, au nonce apostolique, ne le dites à personne, mais je vais quitter mon emploi de pape. Et le lendemain de ce qu'il a dit, le roi des Belges a dit à son fils, mon fils, c'est toi le roi. Et la reine de Hollande a dit, mon fils, c'est toi le roi. C'est incroyable, incroyable. Vous faites une transition aimable au Don Vallée, parce que bon, Benoît XVI a donc démissionné de son rôle de pape. Il y avait une question dans le chat tout à l'heure, je parviens plus le chat a défilé, je parviens plus à retrouver qui l'a posé, mais c'était à quand un pape jeune? Alors, il y a plusieurs questions dans la question, elle est posée de cette manière-là, mais en fait, elle est intéressante parce que faut-il déjà un pape jeune? J'ai préparé un peu mon émission, j'ai quand même digéré quelques lectures, et en fait, la plupart des commentateurs, dont vous êtes certainement tous les trois, en fait, disaient mais ce candidat-là, dans le jeu des pronostics, hein, dont on sait qu'ils sont assez inutiles, mais disait mais en fait ce pape-là n'a vraiment pas beaucoup de chance parce qu'il n'est pas assez vieux. Mais alors pourquoi ne faut-il pas un pape jeune? Alors d'abord, j'ai envie de dire quelle est la tranche d'âge que que vous désignez comme jeune. Bon, voilà, ça serait une première réponse. Un pape plus jeune, en tout cas. Alors un pape plus jeune, oui, mais dans ces cas-là, c'est aussi la question de la durée. C'est la question de la durée du pontificat qui va également se poser. Jean-Paul II a été élu, il avait quel âge? 58 ans, 58 ans. Bon. Il était jeune. Alors c'était, on va dire jeune. Bon. Admettons. Ça signifie. Je n'ai connu que 3 papes, vous savez. Ça signifie quand même que dans une responsabilité qui ne connaît pas de mandat et de fin, vous en prenez pour 2, 3 décennies. Bon. Et donc, voilà, là, il y a cette question-là qui se pose et qui surenchérit avec une autre question, de toute façon, qui est, et qui a été reposée de manière finalement assez habile par Benoît XVI. Est-ce qu'il faut que le pape accepte et dise « je vais renoncer à mon pouvoir si je suis empêché ou pas ?» Et je trouve que d'une certaine manière, le pontificat de François est extrêmement ambigu sur ce sujet. D'une part, parce qu'il a eu des positions diverses et variées au fur et à mesure de son pontificat. C'est-à-dire quand il était en forme, ben oui, il n'y a pas de problème pour que je renonce. Et puis au fur et à mesure que sa santé déclinait, c'était oui, mais vous savez, si les genoux ne tiennent plus, mais que la tête tient,
on ne gouverne pas avec ses genoux, ce qui est tout à fait exact. Voilà. Et donc, à Rome, on a entendu quand même un certain nombre de personnes dire, finalement, ils s'accrochent un petit peu au pouvoir. Le risque dans ces cas-là, c'est celui qu'on a vu, alors non pas avec le pape, mais avec Biden, c'est de se dire, à partir de quel moment peut-on estimer qu'une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit dans le domaine politique, religieux ou autre, est encore apte à véritablement gouverner. Et donc, vous voyez, la question de la jeunesse, entre guillemets, vient renforcer ces questions sur la fin de pontificat. C'est une question qui va devoir être posée. Les évêques prennent leur retraite à 75 ans, ils donnent leur démission au pape, c'est de droit, c'est le droit canonique. Les cardinaux cessent d'être électeurs à 80 ans, et ça c'est nouveau. Enfin, on n'est plus évêque après 75 ans. Alors on est toujours évêque, on est évêque émérite, et on est cardinal émérite, comme il y a eu un pape émérite. On n'est plus en fonction. Voilà, on n'est plus en fonction. Mais ça n'est pas fait pour le pape. Pour ma part, je pense qu'il serait souhaitable qu'il y ait une limite, qui soit une limite d'âge, soit une limite de temps. On n'est pas pour au minimum, enfin, je sais pas, à 10 ans, quelque chose comme ça. En tous les cas, il n'y a pas de limite. Ce qui, à mon avis, pose un vrai problème, parce qu'effectivement, si on élit un pape qui a 55 ans, effectivement, on en prend pour 35 ans. Et ça pose vraiment des vraies questions. Alors évidemment, c'est pas sans problème, parce que ça veut dire que quand on approche de la date limite, on entre entre guillemets dans les guerres de succession. Exactement. Et on devient, comme les présidents des États-Unis, un canard sans tête. Hein, c'est Plus la question de la culture et de la représentation dans la culture catholique. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une survalorisation de la figure pontificale dans le catholicisme, et notamment depuis la fin du 19e siècle. Alors, il faut ajouter- Et ça, pour ça ma joue part, également je d'une pense que certaine ça serait manière. un bien. D'une certaine manière, la renonciation de Benoît XVI a contribué à un peu désacraliser également la fonction. Il faut ajouter que les Français ont perdu des papabilés là, depuis 2-3 ans. Le cardinal Pierre était papabilé jusqu'il y a 2 ans, je crois. Il était remarquable à Washington. Terminé, il est à 82 ans, voilà. Vous pensez qu'il faut déplacer la limite d'âge, Don Vallée? Hein? Il faudrait déplacer encore la limite d'âge. J'en sais rien. Mais après, mais après, perdent Oui, des il est jeune. papabilés. parce que Les grands pays. François Mabille, vous parlez de la figure du pape, donc qui est sursacralisée, et là qui s'est un peu désacralisé effectivement avec François. On peut pas imaginer un mandat de pape avec une durée déterminée, alors 10 ans, 15 ans, D'autant que c'est avec la possibilité de d'autant que renoncer c'est- peut-être avant. J'ai envie de dire, je vais répondre en En droit c'est- canon, ça En droit canon, et c'est ça même pas un existe, hein. sacrement, pape. Le seul sacrement, c'est d'être évêque. Donc en fait, quand il est pape, il a une mission. Cette mission, elle pourrait avoir un terme, ça ne serait pas incroyable. Mais il y a des choses qui se sont mises en place. Quand en 1870, on vote l'infaillibilité pontificale, on revêt le pape. Alors c'est amusant, parce que quand on lit dans l'histoire, le pape perd ses états pontificaux, la territorialité, et il gagne d'une certaine façon un empire de la vérité avec l'infaillibilité pontificale. Alors le problème, c'est il n'y a pas très longtemps, mais à l'échelle de l'Église, c'est il n'y a pas très longtemps, 1870. Mais il reste que ça a tout d'un coup changé encore en substance l'être propre du pape, qui semble à beaucoup de catholiques revêtu d'une forme de si grande sacralité que c'est déjà presque le bon Dieu C'est presque lui-même. Dieu, oui. Hein. Donc moi je pense qu'il serait souhaitable qu'on rende au pape son rôle originel, qui est de faire l'unité, d'affermir ses frères et sœurs dans la foi. La première mission du pape, c'est de faire l'unité. Hein. C'est quand même ça qu'on lui demande. Et puis qu'on considère qu'effectivement, il y a un mandat. Moi, je pense même qu'il devrait y avoir autour du pape quelque chose de l'ordre d'une, je dirais, d'une cour suprême ou d'un conseil constitutionnel, c'est-à-dire un contre-pouvoir, une limite. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas affronté un pape, entre guillemets, fou. Mais si on devait l'affronter, je ne sais pas comment on ferait. Il n'y a pas de moyen d'empêcher un pape empêché. Si, lorsque le pape, au niveau du droit canonique, S'il hein, perd- lorsque il faut vraiment qu'il perde la tête. Oui, enfin, quand on se rend compte que ces actes ne sont plus pris en raison, Oui, effectivement, il y a la possibilité. mais c'est une procédure complexe c'est une que- procédure qu'on qu'on n'a n'a jamais- jamais vue, effectivement. qu'on n'a jamais utilisée. Voilà. Et le problème, c'est qu'on peut avoir besoin de l'utiliser d'autant plus qu'il n'y a pas de limite d'âge et que on aurait des papes qui, comme Joe Biden, montrent des faiblesses cognitives. C'est pas, je veux dire, c'est des choses qu'il faut envisager. Donc là, il y a un chantier. Alors bon, c'est pas.
C'est pas très médiatique comme idée, hein, de faire ces petits aménagements sur la question du pouvoir. Il Mais y a des voies médianes qui ont été empruntées par le pape en quelque sorte. Enfin, son idée d'une Église plus synodale, plus collégiale, c'était également une façon de revoir son propre rôle, de la même façon que la manière dont il a essayé de situer la curie romaine par rapport aux églises locales, en disant la curie romaine ne doit pas être un super pouvoir et une sorte de censeur, mais plutôt être un service. Gouvernement administratif. Voilà, une entité au service des églises locales. C'était une façon effectivement de revoir le statut de la curie et du pape, mais avec des contradictions majeures. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'un système aussi autoritaire et centralisé puisse être réformé dans une voie d'une façon libérale sans saper ses propres fondements. Ça me semble extrêmement difficile. Ça a Mais il y a failli quand même, hein, il y a François. ces voies médianes, et je dirais que l'autre voie médiane, c'est la discussion œcuménique. Le pape François s'est présenté le jour de son élection comme évêque de Rome oui. et pape. Et on a bien vu que dans certains gestes qu'il posait, il essayait également de resituer son propre pontificat en relation avec les églises chrétiennes. Donc on a peut-être là des voies intermédiaires qui ne résolvent pas le problème, tout à fait, mais qui sont des manières Mais tout de ça- même ça a d'essayer déjà- de Ça a repositionner. été évoqué assez récemment, à l'échelle de l'histoire de l'Église, toujours, Oui. puisque au moment du pontificat de Paul VI, on est dans le concile, Oui. et Paul VI, à ce moment-là, envisage un synode permanent autour du pape, c'est-à-dire un conseil qui l'entoure et qui a de l'autorité. C'était avant 72. Mais évidemment, C'est-à-dire après 72, voilà, vous avez de il nouveau une bascule et il reprise reprend en main, etc. exactement. Parce que le pape, alors même si il y a la curie qui fait que Jean XXIII, encore un autre pape, mais qui lui avait le sens de l'humour, quand on lui disait mais pourquoi vous faites pas ci, vous faites pas ça, il disait vous savez moi ici je ne suis que le pape. Vous sous-entendez que la curie était bien plus forte que lui. Bien plus forte que lui, oui, oui, oui. Quand on lui demandait combien il y avait de gens qui travaillaient à la curie, il répondait environ la moitié. Ce qui n'est pas faux, effectivement, quand on connaît un peu la curie Voilà. romaine. Mais ce que vous rappelez du pape est aussi intéressant, parce que je ne suis que le pape. Je veux pas casser votre émission, hein, mais on, Jamais mes invités ne cassent on survalorise également peut-être un petit peu la figure du pape comme influenceur dans l'Église catholique. Ah, mais attendez, formidable. Et, non, mais et vous me faites au-delà, la... je vous fais une transition. Ah, mais non, mais je vais donc vous la c'est faire. parfait. Hop, gardez votre phrase. Parce que D'accord. justement, il y avait Christalgre. Salut Christalgre qui nous rejoint, qui nous a rejoint déjà depuis quasiment une heure. Question de Christalgre. Nos invités nous rappellent souvent les paroles ou les prises de position du ou des papes. Est-ce que c'est une parole qui est finalement si écoutée que ça? Alors, parmi les chefs d'État, les pratiquants, les sympathisants, je vous en prie. Bah, écoutez, je vais vous donner au moins deux exemples. Vous regardez le taux de pratique en Pologne avec le pontifique avant Jean-Paul II et après Jean-Paul II. Vous voyez que vous avez une baisse continue en Pologne qui va finalement... Jean-Paul II est polonais. Jean-Paul pour II ceux est qui polonais, nous rejoignent. voilà. Et donc, progressivement, le taux de pratique et d'appartenance à l'Église catholique en Pologne est en train de s'aligner sur la moyenne européenne. Il est encore plus fort, mais grosso modo, c'est ça. Vous regardez ce qui se passe en Allemagne. On a eu finalement un pape allemand. On va aller le rappeler. Impact du pape allemand en Allemagne très faible. J'allais presque vous dire que ça produit des contre-effets. Vous regardez ce qui se passe en Argentine. L'impact de pape argentin en Argentine n'est pas évident du tout. C'est-à-dire qu'en Argentine, comme au Brésil, vous Le pape voyez ne s'est jamais rendu en Argentine. il ne s'est d'ailleurs jamais rendu en pontificat. Argentine. Ce qui veut dire que dans leur propre pays, les papes, les trois derniers papes, n'ont pas eu un impact terrible en termes effectivement de pratique ou d'adhésion à l'Église catholique. Alors ensuite, la question plus large qui était posée et qui est juste, c'est que sondage après sondage, depuis 30 ans, 40 ans qu'on fait des sondages, ce que l'on mesure, ce que les sociologues, nos collègues sociologues mesurent, c'est l'écart croissant entre la doctrine à la fois sur les questions morales, sociales et même sur les questions constitutives de la foi catholique et la manière dont les catholiques acceptent ou se distinguent de ces conceptions. Émile Poulain, que je citais tout à l'heure, avait une phrase que j'aimais bien. Il disait « Le croyable n'est plus crédible ». Voilà. Et je pense que c'est vrai. Et donc, ce que l'on mesure bien, c'est effectivement que les papes parlent, l'Église catholique dit des choses, et puis ensuite, eh bien, les croyants, catholiques notamment, prennent, distinguent, laissent de côté éventuellement, voire très souvent.
Bon, il reste quand même que le pape, c'est beaucoup, beaucoup de followers. Je me souviens plus combien c'est, mais ça se compte par millions quand même, hein. Peut-être pas autant qu'un footballeur, Je crois qu'il y en a vraiment beaucoup, hein. mais beaucoup, J'ai pas beaucoup, le oui, chiffre en vraiment tête, beaucoup, mais- beaucoup. Alors, est-ce que ça influence? Moi, je pense quand même que cette grande figure spirituelle, ça a de l'importance. Que c'est pas anodin qu'il y ait dans le monde. Bon, moi, je serais plutôt d'accord pour que ça puisse être une femme. 52,1 millions de followers. Oui, c'est pas mal quand C'est pas même, mal. hein. Il y a mieux, mais c'est quand même pas mal. Donc, finalement, qu'émerge cette grande figure qui nous rappelle que la vie humaine, c'est pas seulement être un grand estomac de consommation, mais qu'il y a un autre horizon de sens. Ça vaut quand même un peu la peine. Et je pense que on voit bien l'émotion, hein, qui est liée à la mort de François. Je pense que ça nous montre bien quand même le pape, ça compte encore. Chers amis, il est 17h59, passé de 50 secondes, il est quasiment 18h. C'est bientôt l'heure de nous quitter, mais c'est peut-être le mot de la fin ou le mot de la suite avant qu'on se quitte. Le mot de la fin ou le mot de la suite, Odon Vallée, je vous en prie. Alors, vous savez que l'infaillibilité pontificale a été critiquée par la moitié des Français. Il y avait du pour et du contre, hein, parce que c'était Pinoff. Bon, il ne connaissait pas trop les Français, mais surtout, il y a quelqu'un qui avait perdu la guerre, et c'était Napoléon III, et qui faisait pipi dans sa culotte parce qu'il avait la maladie de la pierre. Et oui, et total, les Français, surtout les Parisiens, n'avaient rien à bouffer. Donc, ils bouffaient des rats. Et ils disaient, mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'infaillibilité pontificale? Alors, pour le pape François, il a fait 1000 fois raison, il a eu 1000 fois raison de ne pas aller dans son pays. Parce que vous savez que son pays a été un truc épouvantable, une bande de tortionnaires pendant plusieurs années. Et il ne voulait pas être mêlé à ça. Et certains l'ont accusé de ne pas être assez ferme. Il a eu raison. Quand vous avez un pays épouvantable, où on tue, où on torture, et il y a eu des Français même qui l'ont payé cher. On l'a tué. Ouais, qu'on a tué. Eh bien, il ne faut pas y aller. Il a eu 100 fois raison. Merci, Odon Vallée. Le mot de la fin ou le mot de la suite, Deux mots de la suite. Christine Écoutez, Pelotti. Les cardinaux, ils vont faire ce qu'ils veulent au conclave, hein, ce qu'ils peuvent. Moi, j'espère quand même que dans le monde tel qu'il est, le pape qui se présentera au balcon sera un motif d'espérance et qui portera quelque chose de l'ordre de l'espérance, parce que je crois qu'on en a bien besoin. Certainement. Bon, voilà un joli mot de la suite, donc Christine Pelotti. Le mot de la fin ou le mot de la suite, François Mébillet. Moi, j'irai dans la continuité de ce que disait Christine. Effectivement, il y a une singularité dans la prise de parole et dans les thèmes qui sont traités par l'Église catholique et par le pape. Et effectivement, si on regarde ce dernier pontificat, il y a eu quand même une singularité dans cette prise de parole. Après tout, il y a peu de leaders politiques internationaux qui soulèvent des questions éthiques comme le pape l'a fait. Et donc, effectivement, s'il y a une importance dans l'élection qui va se jouer, c'est de se dire, est-ce que dans ce monde politique qui revient à un réalisme et à une brutalité extrêmement forte, il y aura encore une voix qui pourra rappeler la voix des sans-voix. Merci François Mébillet. 18h02, passé de 30 secondes. Chers amis, je vous fiche dehors, je vous chasse du plateau. Merci infiniment pour vos lumières précieuses, bienveillantes. Je vous remets entre les mains très très laïques de Camille Rio, qui devrait vous permettre de retrouver un peu du ciel du 116 avenue du président Kennedy. Chers amis dans le chat, vous restez avec nous, on reste à Rome, on reste au Vatican, on va parler bilan d'un pontificat marqué par des ouvertures, marqué par une main tendue à l'autre, et notamment aux personnes LGBTQIA+, une ouverture à saluer, disent les uns, une ouverture un peu timide, voire de façade, disent les autres, avec peut-être la regrettable impression que le pape François, sur les questions des droits et des personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres, queer, intersexes, asexuels et leurs alliés, eh bien le pape François n'aura pas pu être davantage qu'un pape du en même temps, avec en filigrane l'amertume d'un goût peut-être de trop peu. Et c'est peut-être ce que vont nous dire 3 générations de militantes et de militants. Bonsoir Denis Quincton. Alors chers amis, vous avez de l'eau, n'hésitez pas à vous servir. Et là j'ai un micro, donc je peux parler Attendez, dedans. je vais même aller vous chercher des gobelets propres. Mais il les a changés, je crois. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. On est sur Twitch, on a le droit. On se plaint Pardon, Denis Quincton, tu es co-directeur de l'Observatoire LGBTQIA+, de la Fondation Jean Jaurès. Absolument. Et puis tu as été surtout aussi l'un des artisans du Pax. Oui.
Donc ça fait déjà une première génération de militants. Entre autres. Entre combats, autres, hein. vous auriez dû vous mettre dans l'ordre. Puis sans du être mariage insultant pour avec tous, Béatrice d'ailleurs, Delas. hein. À tes côtés, en face de moi, Nicolas Schaeffer. Salut Ouais. Nicolas, t'es journaliste politique à Tétu. Salut Ludovic. Et en face de moi, Béatrice Denas. Alors, Béatrice Denas, journaliste indépendante, formatrice, enseignante et conseillère pédagogique à Sciences Po, à l'école de journalisme, de Sciences Po, vice-présidente de Transsanté, puis aussi une très très longue carrière à Radio France. Oui. Comme Et à secrétaire France Info. générale de France Info, comme médiatrice des antennes du groupe Radio France. Il s'avère que je pense que mon premier contact avec la maison de la radio, c'était certainement avec Béatrice Denas, qui était secrétaire générale de France Info. Tu t'en souviens pas, mais moi je m'en souviens. Et alors, le temps qu'on a mis à traverser les couloirs, Et Béatrice n'a Disait évidemment bonjour pas à du tout le tout monde. retrouvé son chemin, j'imagine. Ah non, j'étais arrêté. Bienvenue dans le talk de France Info. Nicolas, tu as commis l'indice, papier dans Tétu. On peut ouvrir les tiroirs comme ça. Alors j'ai plein de questions, on a une trame. Qu'est-ce qu'il y a à la une de Tétu, tiens, La grande dame, la grande dame. pour la grande interview. On en Voilà. parlera après. Tu as commis l'indice, papier dans Tétu. Donc il est titré comme ça, c'est François, mort d'un pape du en même temps sur les questions LGBTQIA+. Pourquoi un pape en même temps? En même temps, parce que c'est un Et pape après on se qui a passe la parole. énormément fait avancer la condition des personnes LGBT dans l'Église, qui se sentent beaucoup plus accueillies. Je pense qu'on va pouvoir en parler. On a 1 heure pour le faire. C'est-à-dire qu'on part de très 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 loin. Et en même temps, il n'a pas changé la doctrine. C'est-à-dire que les personnes LGBT restent porteuses d'un péché. L'homosexualité reste quelque chose comme intrinsèquement désordonné. C'est-à-dire qu'on les accueille, mais pas trop non plus. Le mariage, on peut toujours pas faire des mariages. Intrinsèquement désordonné, c'est ce que disait Benoît. Jean-Paul II. Jean-Paul II. Jean-Paul II Benoît et XVI. Benoît XVI, Les deux. confirmé. Mais c'est-à-dire que la doctrine, elle n'a pas évolué vers une acceptation totale des personnes LGBT dans l'Église. Denis. Oui, moi, c'est mon 5e pape. Attends, on attend Béatrice. Oh Bah, J'arrête. ça sera son Pas 6e, sympa. puis voilà. Et effectivement, les 4 premiers me considéraient comme intrinsèquement désordonnés, donc j'ai trouvé assez intéressant quand même que c'est le premier truc qui m'a frappé, au-delà du fait que c'était un pape sud-américain et que déjà ça change, ça bouleverse un peu le ronron du Vatican. Mais quand il a dit quelques mois après la violente campagne de l'Église de France contre le mariage pour tous, quand il a dit dans l'avion là en rentrant de je sais plus où de Rio, qui suis-je pour juger, voilà. Et je trouve que c'était vachement important. Enfin, moi, je fais attention à la manière dont on dit les choses, et je trouve que c'était. J'ai beaucoup aimé cette manière-là de dire, quoi, parce que c'était une façon de dire aux chrétiens, enfin aux catholiques, Qui êtes-vous vous qui êtes-vous vous aussi pour juger. Mais après, ça fait pas le bilan de son pontificat. Il y a eu enfin, comme dit Nicolas, il est resté aussi dans les positions traditionnelles de l'Église. Il a aussi dit des choses, j'allais dire des horreurs, enfin voilà, notamment sur les questions de transidentité, où ça c'est resté quand même coincé à une doctrine très datée. Béatrice Denas. Oui, moi, ce que je dirais, c'est qu'en fait, c'est exactement ce que disait Nicolas, c'est en même temps. C'est-à-dire, en fait, il y a, c'était l'année dernière, il a pris une décision qui semblait progressiste, en se disant que les personnes trans pouvaient être baptisées, qu'elles pouvaient également être parrains ou marraines. Donc, ça semblait être en effet plutôt une avancée. Mais les conservateurs se sont un peu rebellés et quelques mois après, ils considéraient qu'en effet la fluidité de genre c'était comme un affront à la dignité humaine et qu'en fait finalement c'était un peu se prendre pour Dieu que de changer de genre. Donc voilà, en fait c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est que c'est un peu certainement pour ne pas froisser les uns ou les autres ou fâcher les uns et les autres, mais il n'empêche que globalement ici il y a eu peut-être quelques petites avancées, c'est pas quand même allé très très loin. Il y a eu quand même un certain esprit, en fait, notamment, justement, je trouve que cette phrase « Qui sommes-nous pour juger ?» c'était quand même plein de bon sens. Une révolution. C'était une révolution, Ouais. et c'était stimulant, en fait. Mais derrière, tout n'a pas suivi, en fait. Est-ce que ça l'a pas privé d'une partie de ses soutiens, finalement, ce genre de Bon, propos ils sont- peut-être plus ouverts Bon, il s'en fout. Une fois qu'il est élu.
Non, mais il a pas de. Mais par contre, c'est vrai que enfin, ça a dû compliquer l'exercice de gouverner l'Église, parce que l'Église n'est pas sur. Enfin, il y a tout un tas de prélats qui sont pas du tout sur cette position-là, qui sont sur une position Et beaucoup puis, plus rétrograde. Mais après, peut-être que la question, en écoutant Béatrice, je me disais peut-être que finalement, la question on pourrait y répondre après le pontificat du suivant. Parce que ça va beaucoup dépendre si le suivant va rétro-pédaler ou au contraire va continuer dans cette direction-là d'ouverture. Parce qu'il a aussi dit, par exemple, quelque chose, alors là, c'est plus récemment, mais il a aussi, en évoquant l'homosexualité, il a aussi dit que ça faisait partie de la condition humaine. Et ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important, qu'on arrête de dire que voilà, enfin, ça fait partie de la vie et ça fait partie de la condition humaine depuis le début, c'est-à-dire depuis quelques milliers d'années. Oui, mais c'est ça que je trouve vraiment un peu désespérant de la part de l'Église, surtout quand on est passé, comme moi ou comme ma génération, par le catéchisme. C'est qu'en fait, on nous a enseigné en effet l'amour de l'autre, on nous a enseigné, j'allais dire, finalement des bonnes choses qui sont dans l'Évangile, le fait d'accueillir les autres, la différence, etc., etc. Et ce que je trouve vraiment fabuleux, moi qui me choque régulièrement, c'est de voir que, bien souvent, alors on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, bien évidemment, mais nombre de catholiques ne veulent pas entendre parler justement de l'homosexualité, ne veulent pas entendre parler des transidentités, voire même revendiquent le suprémacisme blanc. Tout ça, pour moi, je trouve ça incroyable parce que c'est totalement contre les valeurs, en fait, de la chrétienté, du catholicisme. Et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est que même un pape, donc, qui est quand même le patron de l'Église, n'arrive pas à faire avancer les choses et qu'on reste toujours dans cette vision très binaire, cette vision où il faut garder des principes d'il y a des milliers d'années, bien que ce qui est quand même intéressant, c'est quand même de voir, et ça je le rappelle à chaque fois dans mes conférences, qu'il y a quand même des moments, et notamment une sainte que j'adore, c'est Sainte Eugénie Eugène, qui a sa statue d'ailleurs dans un haut lieu du catholicisme qui est la basilique de Vézelay. Je suis même allé vérifier sur place. Sauf que d'ailleurs sur place, les personnes de l'accueil ignoraient complètement l'histoire. Mais Alors que tu peux nous rappeler peut-être. En deux mots, ce qui est quand même fabuleux, c'est qu'elle est honorée. Enfin, Sainte Eugénie Eugène, déjà, ça vous donne un petit, ça vous met un peu Oui, la puce à l'oreille. la puce à l'oreille. Hein. En fait, bon, en deux mots, c'est une jeune fille qui était très triste de ne pas être un homme et de ne pas devenir moine. Donc en fait, elle est devenue, elle s'est fait homme, elle a été tout à fait acceptée, elle est devenue moine, elle était totalement appréciée, sauf qu'un jour, il y a eu une histoire de jalousie et on l'a accusée de viol. Et pour montrer qu'elle ne pouvait pas violer, donc devant le juge, bon, c'est une très belle histoire parce qu'en fait c'était son père qui était le gouverneur qui n'avait pas vu sa fille depuis très longtemps, donc elle a ouvert sa chasuble et dévoilé ses seins. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la basilique donc de Vézelay, c'est en fait on voit cette sainte Eugénie Eugène qui dévoile ses seins. Et c'est quand même fabuleux parce qu'après, bon, c'est pas pour cette raison-là qu'elle a été canonisée, hein, parce qu'elle faisait partie des premiers martyrs. Elle a été, elle a subi vraiment des horreurs. Mais il n'empêche que ce qui est quand même assez super, c'est que l'Église catholique, a gardé les deux prénoms, Sainte Eugénie, Eugène. Ce qui veut quand même dire que à cette période-là, ça posait pas de problème en fait. Ça n'a jamais posé de problème. Et alors que maintenant, le problème se pose à la fin du bas Moyen Âge, c'est un peu ça, je crois. Je suis pas historien. Je suis pas historien non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu. Mais c'est-à-dire c'est un sujet dont on ne parle pas avant, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, donc en fait, tout simplement, l'Église a eu des moments où en effet il y a eu cette acceptation. Bon, là encore une fois, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière d'aller faire des formations pour le diocèse d'Alsace. Il y avait l'évêque pour leur expliquer exactement ce qu'étaient les transidentités, parce qu'il voulait justement que les enseignants dans les écoles catholiques connaissent et sachent accueillir. Donc voilà, c'est ça aussi qui est un peu... C'est intéressant, tu peux peut-être en témoigner. Qu'est-ce qu'on te pose comme question et comment ils reçoivent le propos que tu leur délivres? Écoute, en fait, ils l'ont très bien accueilli, hein, franchement. Parce que c'est eux qui viennent te chercher. Tout à fait. Moi, je n'avais rien demandé. Et donc, je pense qu'ils avaient dû me voir sur les réseaux sociaux ou autres. Et en fait, j'ai fait une journée de formation donc, pour des enseignants, et notamment ceux qui allaient ou se lancer déjà dans les VARS, en fait, donc l'éducation à la vie sexuelle, sentimentale et sexuelle, c'est ça. Donc,
Et vraiment très intéressé avec des... Bon, j'ai quand même senti chez certains une petite réticence, mais voilà, en expliquant, et c'est la base de ce que moi je fais, c'est-à-dire du côté scientifique, le côté factuel, et sans rentrer dans une idéologie, en fait, ça leur a bien plu, en fait, parce qu'ils ont compris et ils ont tous reconnu que c'est d'ailleurs le gros problème et le gros malheur des transidentités, c'est que la plupart des gens n'y connaissent rien, mais ils ont une idée là-dessus. Et pour tout vous dire, je terminerai là-dessus. Dernièrement, j'avais été invité sur une radio concurrente avec 3 chroniqueurs c'était au moment où on évoquait le fait qu'on puisse rembourser les jeunes, enfin le suivi médical des jeunes trans. Bon, ça se fait déjà. Hein. Donc, mais on a créé une polémique autour de tout ça. Les 3 chroniqueurs ont reconnu sur cette radio qu'ils n'y connaissaient strictement rien, mais ils étaient contre. Et ça, c'est quand même ça qui est quand même assez fabuleux, c'est qu'en fait, la plupart des personnes, et c'est ce qu'on retrouve également dans l'Église catholique, c'est que la plupart des personnes ignorent ce que sont les transidentités, mais ils ont un avis négatif. Et c'est ça contre quoi moi j'essaie de lutter, justement, en faisant des conférences, en donnant des cours, pour simplement expliquer ce qu'on est. On n'est pas des monstres, on n'est pas des méchants, on demande simplement qu'à vivre notre vie normalement. Denis, tout à l'heure, tu disais qu'il s'en fout de créer la polémique ou de pousser loin le curseur. C'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est un peu plus compliqué, je pense. Enfin, pardon, on se connaît depuis longtemps. J'exprime un tout petit désaccord. T'as le droit de gueuler. Hein. Mais tu vois, par exemple, moi, je me souviens d'un voyage qu'il avait fait en République démocratique du Congo, où dans l'avion qui l'emmenait là-bas, il dit, et il le réécrit dans son autobiographie Espoir, c'est page 264, être homosexuel n'est pas un crime. Oui. Alors, évidemment, on peut regretter qu'il n'ait pas dit être homosexuel n'est pas un délit. Mais quand même, c'est-à-dire que quand il va en Afrique, dans un continent où il y a plusieurs dizaines de pays qui criminalisent l'homosexualité, où le catholicisme est quand même une part importante de la religion, que le chef du Vatican s'exprime pour dire que ces lois sont injustes, c'est ces termes, ça porte. Ça dit quelque chose, et je pense qu'il a frôlé le schisme à ce moment-là. Donc du coup, il y a quand même des messages qui sont adressés à une église qui est parfois très très réticente. Et Béatrice, tu l'as rappelé tout à l'heure. Oui, mais c'est pas contradictoire avec ce que je disais en fait, parce que il a envoyé quand même un certain nombre de messages depuis son élection, que ce soit sur la question des personnes LGBT, enfin, je veux dire, son premier voyage, c'était à Lampedusa, dans une Europe qui est en train de se claquemurer de manière complètement délirante et absurde et inhumaine. Lui, son premier voyage, c'est à Lampedusa. Il a décidé d'habiter dans la résidence Sainte-Marthe et non pas dans les appartements pontificaux, parce que il voulait aussi dénoncer un rapport à l'argent de l'Église, et alors singulièrement au Vatican, c'était quand même une sacrée affaire. Il a aussi eu un discours assez tonitruant qui a dû bien secouer quand il finissait par dire il se sentait anticlérical, au sens où il se sentait contre ce clergé organisé qui capture le pouvoir et qui est affairiste, quoi. Donc il a envoyé quand même du lourd. Hein, ouais, bien sûr. En effet. Et ça a secoué l'Église, mais l'Église, c'est pas un corps totalement unifié, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ça rue aussi dans les brancards. Enfin, les réactionnaires ruent dans les... C'est un corps composite avec des plus en passage. Voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que il y a 3 générations de militants là. Est-ce que vous avez l'impression que les choses changent un peu? On a quand même l'impression que vraiment l'Église, c'est un peu le caillou dans la chaussure à chaque fois. Pour la vie, pour les droits. Alors effectivement, la taille du caillou évolue. Et le polissage du caillou évolue aussi. Mais je pense qu'on peut le dire de toutes les religions. C'est-à-dire que toutes les religions ont été, à un moment ou à un autre, enfin même aujourd'hui encore pour nombre d'entre elles, très hostiles aux personnes LGBT, qui dérangent la société, qui dérangent le modèle traditionnel, je mets des guillemets, de la famille, qui dérange un certain ordre social. Mais en revanche,
je pense qu'il y a eu énormément de changements avec des jeunes LGBT qui sont dans une quête spirituelle par certains aspects, qui sont peut-être moins intéressés par la structure de la religion, comment elle est formée par son clergé, par ses paroisses, mais qui veulent apporter une forme d'église inclusive qui, il y a 40 ans, ne pouvait pas exister sous Jean-Paul II, alors que Benoît XVI était contre l'usage du préservatif, prônait la sexualité uniquement dans le cadre de la reproduction. Et donc, il y a eu tout un changement de société qui se ressent aussi, à mon avis, dans les paroisses, avec un besoin de spiritualité de jeunes LGBT qui se sentent parfois perdus, en quête de fraternité, en quête d'une communauté pour les entourer, et puis une forme de famille, en fait. Béatrice? Non, mais moi je trouve ça aussi. Pour moi, c'est ça en fait, aussi le paradoxe qu'on peut trouver entre les plus jeunes. Bien que, moi je suis quand même un peu inquiet quand on voit certains sondages et certaines études qui montrent un retour du masculinisme chez pas mal de jeunes, notamment par rapport à la position de la femme. Et ça, moi, ça m'inquiète parce que je pense que derrière, on doit retrouver aussi certainement des formes de religion, en fait. Parce que là, on parle du catholicisme, mais la religion musulmane, c'est pareil. C'est pas non plus très progressiste sur ces questions-là. Un retour des radicalités. Donc voilà. Et quand on voit en effet, notamment des jeunes hommes qui se disent que finalement la place de la femme, ça peut être en effet à la maison, que la femme a pris la place des hommes, et qu'il y a aussi une grande théorie qui dit que si les hommes ont du mal à trouver des emplois ou se font dominer par les femmes, c'est parce qu'en fait ils ont perdu un certain pouvoir, etc. Ça fait quand même peur, et on trouve ça chez des jeunes. Et derrière, je pense quand même que la religion a certainement une forme d'influence dans cet aspect des choses, en fait. Elle a une forme d'influence, et puis elle a surtout elle a aussi, pardon, pas surtout, elle a aussi comment dire, un discours tout prêt qui peut épouser ce type de délire, puisque c'est quand même des trucs délirants. Moi, il me semble aussi que l'Église, elle a quand même été, et alors ça s'est joué sous le pontificat de François, elle a aussi été percutée par deux choses qui sont des changements sociaux très profonds. C'est MeToo, et puis c'est la révélation, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais... Scandale, les abus sexuels. La maltraitance des enfants, enfin le viol et la maltraitance des enfants dans les établissements catholiques, et au-delà même dans l'institution Église. Et ça, c'est quand même... ça délégitime un tout petit peu le caillou dans la chaussure pour nous expliquer comment il faut faire famille, comment il faut faire couple, etc. Enfin, je me souviens à l'époque du Pax, puisque vous y faisiez référence tout à l'heure, on avait un contradicteur assez habituel qui s'appelait Tony Anatrella, qui avait une double casquette assez surprenante, qui était prêtre et psychanalyste, mais qu'on a retrouvé un petit peu après, je crois. Qu'on a retrouvé un peu après, mais qui disait des choses assez classiques à l'époque, que ça allait encourager la zoophilie, etc., etc., etc. Bon, il se trouve que les animaux s'en trouvent très bien. Voilà, que le gars en question a été depuis condamné pour viol de ses patients. Donc voilà, mais puis après, on a eu, il y a eu Barbarin aussi qui a. D'ailleurs, Barbarin, il va voter. A priori. Enfin, il peut voter. En tout cas, il est cardinal, donc il va voter, mais il peut voter. Il peut participer à la décision du prochain pape. Barbarin, qui a aussi quand même dit, lui, c'était pas la zoophilie, ça allait favoriser la polygamie et l'inceste. Au moment du mariage pour tous, enfin bon voilà, tout ça, c'est aujourd'hui, je pense que le discours, même si le discours se maintenait, ce qui n'est plus tout à fait le cas semble-t-il, mais bon, même si le discours se maintenait, la société ne l'accueillerait pas de la même manière, parce qu'on aurait assez rapidement envie de leur dire, regardez déjà ce que vous faites avant de nous dire ce qu'on va faire. Pourtant, on constate, on constate, en tout cas c'est sur les réseaux sociaux, qu'il y a un appétit, il y a un attrait pour le rite, pour une forme de sacré chez plein de jeunes. Il y a Bandini dans le chat qui dit, alors il pose la question comme ça, mais elle n'est pas inintéressante. Salut Bandini d'ailleurs. Est-ce que c'est pas un peu anachronique par définition de se soucier de la vie de l'Église ou la religion?
Mais je pense que non. C'est une vraie question. Oui, c'est une vraie Ceci dit, question. c'est une vraie Oui, bah question oui. parce que c'est un truc qui nous est imposé, hein. C'est-à-dire que quand on a, par exemple, quand on préparait le Pax, quand on avait cette idée un peu Zerbi là, au milieu des années 90, on s'est pas dit que va en penser l'Église. C'est l'Église toute seule qui a déboulé dans le débat en disant ah, quelle horreur. Et en effet, peut-être que comment il s'appelle, C'est Bandini. Bandini n'a pas forcément tort en disant mais après tout Oui, il a même raison. il a même raison. On devrait pas s'en soucier autant qu'on s'en est soucié. Bon, après il y a aussi le système informationnel qui fait que les mecs sont invités sur les plateaux, qu'il faut leur répondre, que voilà. Donc là, la vie s'impose un peu tout seul, quoi. Mais en effet, on n'est pas obligé Et puis on peut en même temps se nourrir de toute la réflexion éthique que porte l'Église, parce que après l'Église, elle ne fait pas que juger les gens. Il y a aussi toute une réflexion éthique qui peut être intéressante, qui peut être inspirante. C'est pas un truc auquel on est obligé de se conformer à la virgule. Enfin voilà, mais ça peut, parce qu'on est tous autonomes dans nos réflexions, et ça peut être intéressant. Ça peut être une source d'inspiration pas inutile autour de la solidarité, autour de comment on accueille l'autre, etc. Même s'il y a des failles, on l'a évoqué tout à l'heure, mais on peut juste s'en inspirer. Voilà, on n'est pas obligé de se conformer à ce qu'elle dit. Moi, j'ai noté une petite phrase que Benoît XVI avait écrite dans une lettre aux évêques. Il y a des domaines dans lesquels ce n'est pas une discrimination injuste de tenir compte de l'orientation sexuelle. En fait, c'est une petite phrase qui a juste fait exploser le monde réac et qui a permis d'essaimer dans plein de pays. On a l'exemple des États-Unis de Donald Trump, mais aussi en Europe, on a un Viktor Orban qui veut défendre les valeurs chrétiennes, qu'il considère comme telles en tout cas, au nom de la famille traditionnelle. Et avec cette autorisation de la part de cette lettre aux évêques par le préfet de la doctrine catholique à l'époque, qui a permis d'essaimer, qui a permis de condamner 1 milliard de choses, et notamment le droit de disposer de son propre corps. Parce qu'après tout, c'est ça la modernité, c'est de pouvoir considérer que le corps nous appartient. Et c'est ça que c'est ce lobby réactionnaire, c'est comme ça qu'on l'a qualifié chez Tétu. C'est ça que le lobby réac veut mettre en cause. Et le lobby réac a quand même pas perdu toute influence sur l'Église. Puisque par exemple, pendant le pontificat de François, il y a eu... en 2015, ils nous ont refusé un ambassadeur. C'est-à-dire qu'un ambassadeur de France auprès du Saint-Siège a été nommé par le président par le Conseil des ministres. Parce qu'il était gay. Et le Vatican s'y est opposé, a refusé. Et quand on nomme un ambassadeur, en fait, si le pays d'accueil n'est pas d'accord, on est obligé de céder. Parce que, mais ça n'arrive pas très souvent. Mais ça arrive très rarement. Et là, le Vatican, message, ça a duré plusieurs mois. Le Vatican a bloqué parce qu'il était gay et qu'il avait fait état publiquement de son orientation sexuelle. Je ne sais plus à quelle occasion. Et finalement, donc, le poste a été vacant pendant 1 an et demi. Voilà. Et puis, plus récemment... quand en Italie, alors c'était avant Mélanie, quand l'Italie préparait une loi, discutait d'une proposition de loi pour pénaliser l'homophobie, les discours de haine à l'égard des personnes LGBT, pour être un peu plus moderne, en tout cas pour englober une plus large situation, le Vatican a demandé à réécrire et alors ça aussi c'est assez rare d'ailleurs, le Vatican a demandé au gouvernement de réécrire la loi de manière assez pressante, au prétexte que ça entravait la liberté de conscience des catholiques. Et donc et la liberté à la de fin, il y avait quoi comme genre de texte? Et à la fin, le Sénat a rejeté le texte, donc bon. le sujet suivant, quoi. Béatrice? Non, mais de toute façon, la religion essaie à chaque fois, finalement, d'imposer un peu ses vues. C'est la même chose actuellement avec la fin de vie, en fait, Oui. où ça bloque complètement. Parce que, en effet, la religion catholique, mais il n'y a pas qu'elle, hein, veut avoir son mot à dire, et en restant sur des positions très anciennes, en fait. Et pour vous donner une petite anecdote, moi, qui m'avait quand même beaucoup marqué, notamment quand j'avais fait mon coming out dans ma famille,
et auprès de bon, d'un cousin éloigné, mais très catholique. Autour de moi, bon, c'était vraiment, je vais dire, de la bienveillance et tout. Et lui, bon, c'était pas de la malveillance, mais il était venu me voir en disant, écoute, franchement, je te comprends pas. Dieu a créé l'homme et la femme. Je comprends pas ta situation. Bon, c'est là que j'ai dit, écoute, je vais pas t'expliquer, ça va être très très long. Mais voilà, donc en fait, pour beaucoup encore de chrétiens hein, qui sont restés en effet dans des valeurs très traditionnelles, enfin de catholiques plutôt, ben voilà, il y a aussi cette incompréhension. Dieu a créé, c'est un peu ce que disait d'ailleurs dans certains de ses textes François. Dieu a créé l'homme et la femme. On ne touche à rien. Et puis, si en effet ben, on se sent pas bien parce qu'en fait on considère que en effet on n'est pas né dans le corps qui devrait être le sien, et ben dans ce cas c'est une espèce d'injure à Dieu en fait, et que il faudrait revenir ben, dans notre sexe et genre de naissance. Et c'est là aussi que là par exemple actuellement moi ce qui m'inquiète beaucoup au niveau de la France c'est en effet la transphobie. Bon, à un moment donné, notamment quand les transidentités sont arrivées j'allais dire, au grand jour, et là aussi, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas une mode, c'est pas une lubie. Hein, il suffit de regarder la mythologie grecque et on en arrive à trouver Tirésias, Séné, bon, je vais pas vous raconter toutes les histoires, Hermaphrodite aussi, hein, un homme, une femme qui s'aiment tant qu'en fait ils finissent par faire un seul personnage, et homme et femme. Donc on est dans une forme de non-binarité d'ailleurs. Donc voilà, tout ça n'est pas neuf, mais voilà, depuis quelque temps, ben, notamment les groupes réactionnaires, certaines associations s'en prennent énormément aux enfants trans ou en questionnement. Ils ne sont pas forcément trans, ils sont en questionnement et voudraient en fait interrompre tout ça. Et derrière, on trouve évidemment, ben, derrière les personnes, j'allais dire, réac, plutôt d'extrême droite, une influence évidemment de la religion. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'on est capable finalement de faire un mal fou. Il y a cette proposition de loi des sénateurs LR qui a été votée il y a presque un an. Pour l'instant, elle est bloquée au Sénat. Mais imaginons qu'il y ait des changements de majorité et qu'elle se retrouve à l'Assemblée nationale, qu'elle soit votée, mais c'est horrible. Il faut que tu expliques à ceux qui nous rejoignent, peut-être qui ne sont pas très au courant, de quelle loi tu parles. C'est la proposition de loi donc, des sénateurs LR qui, en 3 articles, si je me souviens bien, veulent absolument interdire aux médecins, aux soignants médicaux, paramédicaux, d'accompagner et de prendre en charge des enfants en questionnement et des enfants trans, tout simplement, et s'ils le font, avec des peines de prison, des peines d'amende qui sont très très lourdes, en considérant qu'un mineur ne doit pas être accueilli. En revanche, ce qui est quand même assez extraordinaire, ils veulent développer les pédopsychiatres, donc on se dit bah, c'est génial parce que c'est vrai qu'on en manque, mais dans l'idée, c'est pas du tout pour les aider, pour les accompagner, les enfants, les mineurs, c'est pour les remettre justement dans le droit chemin. C'est ce qu'on appelle des thérapies de conversion. On revient 20 ans en arrière. Il y a une loi qui l'interdit depuis quelques années. Mais voilà, en fait, c'est remettre dans le droit chemin, bah, c'est en fait revenir à des bases, encore une fois, bah, prônées par la religion. Et c'est là que toute cette influence, je la trouve néfaste, parce que là, encore une fois, comme je disais au départ, la plupart des personnes ne connaissant rien, eh ben, finalement, se laisse totalement, quand on dit qu'en effet, les enfants ont fait des ablations de testicules, c'est complètement délirant. C'est-à-dire pris aussi. C'est faux en plus. Mais c'est complètement faux, mais c'est ridicule. En plus, alors le ridicule de cette proposition de loi, effectivement, dont on a un peu suivi le débat quand elle est passée au Sénat l'an dernier, c'est qu'en fait, le gros de l'argumentaire, c'était pour interdire un truc qu'on ne pratique pas. Oui, en plus. En l'espèce, les chirurgies sur les mineurs. Exactement. Et pour le reste, voilà quoi. Donc c'est pour dire le niveau d'obsession aussi et effectivement, ça trouve aussi une partie de ses soutiens dans la frange plus réactionnaire de l'Église. Et même globalement, j'allais dire de la population, parce que là encore une fois, et de la population, la population, ce qu'on appelle la population silencieuse, là, qui n'y connaît strictement rien, mais quand ils lisent dans des journaux qui se permettent de finalement donner la parole à des tribunes de ces associations-là, et qui lisent qu'en effet, on fait des ablations de testicules sur des enfants, mais ils se disent, mais en effet, là aussi, c'est des tarés. Donc, on va interdire tout ça. Et franchement,
la transphobie monte, parce que, encore une fois, quand il y a une méconnaissance, il y a cette fameuse phrase d'Averroès, du philosophe du XIIe siècle que j'adore, c'est la méconnaissance conduit à la peur conduit à la haine, et la haine conduite à la violence. Des siècles plus tard, c'est toujours valable. On en est toujours là. Oui. Et on est toujours là, et c'est cette méconnaissance, et c'est pour ça, encore, d'ailleurs, merci de nous inviter, Ludovic, parce que voilà, j'espère que ça va aussi permettre de mieux connaître. Et puis, si les gens me voient, je ne pense pas être un monstre, ni quoi que ce soit. T'en Donc, es pas. non, tu me rassures. On confirme. Mais voilà, et malheureusement, c'est un message qui passe facilement. Et puis, comme on a toujours peur de l'autre, qu'on ne connaît pas, que ce soit le migrant, que ce soit en effet la personne de couleur ou autre, et ben ça marche. Et ça marche, et on est sur le rejet qu'encore une fois, l'Église ne devrait pas finalement cautionner. Par contre, pour préciser, pardon, tu voulais. Vas-y. Pour préciser ce que je disais tout à l'heure sur que les réflexions de l'Église pouvaient aussi servir d'inspiration éthique, je voulais quand même préciser un truc, c'est que il y a quelque chose qui est très fatigant avec l'Église catholique, notamment avec l'Église catholique, c'est une espèce de monopole de l'éthique à laquelle elle prétend. Alors, outre que tout ce qu'on sait depuis quelques années nous amène à penser qu'elle n'a pas le monopole de l'éthique et qu'il y a même des grosses failles, là, visiblement. Par ailleurs... Dans la pratique de son éthique, en tout cas. En tout cas, il y a des failles dans la mise en œuvre. Par ailleurs, tous les mouvements d'émancipation, on n'a pas fait ça parce qu'on s'est pété un ongle le matin même. Enfin, moi, ça m'avait un peu agacé au début de la bataille sur le mariage pour tous. J'avais fait une tribune, peu importe pour répondre, dans Le Monde, qui s'appelle l'éthique de notre engagement. C'est quand même pour dire que, en tout cas, moi, sur ce que j'ai vécu, que ce soit sur le Pax ou sur le mariage pour tous, on a réfléchi, et c'est la même chose sur la parentalité, on a réfléchi dans tous les sens, et c'est la même chose sur la transidentité, on a réfléchi dans tous les sens, on s'est posé 10 000 questions avant d'affirmer les choses, avant voilà. Et donc personne n'a le monopole de l'éthique, quoi. C'est-à-dire que ça ne retire pas le fait qu'on peut s'inspirer de ce que dit l'Église. Des fois, il y a des choses intéressantes. Mais voilà, elle n'a pas le monopole de l'éthique. On est tous capables de développer une réflexion éthique. On le fait d'ailleurs parfois sans le savoir, sans doute. Mais je pense que voilà, c'était un élément important que je voulais... Mais concernant les enfants trans, il y a un truc quand même qu'il faut mettre au crédit de François, c'est que lui était beaucoup plus en avance par rapport au reste de l'Église, et notamment sur la question des enfants, parce qu'il a autorisé le baptême. Ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle identité est inscrite sur le registre du baptême. Et surtout, les personnes trans peuvent aussi devenir parrains et marraines, ce qui veut dire qu'elles peuvent avoir un rôle dans l'Église, un rôle d'accompagnement, un rôle social très important quand même. Et donc, Mais ça ne veut pas dire qu'il reconnaît la fluidité des genres. Non, toujours pas. Ça veut dire Ça veut dire qu'il accueille la personne qui est différente. Ouais. C'est un accueil de la personne. La question du registre est intéressante. Voilà, faudrait leur demander. Faudrait leur demander. Aller voir des registres, mais je pense que ça dépend des paroisses. C'est accueillir. Enfin, on leur demande juste d'accueillir la réalité. On leur demande pas de. Enfin, on leur demande pas de changer de genre. On leur demande d'accueillir la réalité. Point. Après, chacun a son propre rapport à son corps, à son genre, etc. Voilà, c'est un peu le côté aussi qui est enfin, c'est un autre côté qui est fatigant. L'Église est fatigante d'une manière générale. En fait. Non, mais il y a un autre côté, c'est qu'en fait, parce que ça, c'est un argument récurrent aussi. C'est mais si vous autorisez ça, alors ça y est, il n'y a plus de limite et tout. Bah, en fait, si on autorise ça, on va autoriser ça. Point. Et puis s'il faut, enfin voilà, après on cheminera et puis on verra. Mais il n'y a pas de, faut pas avoir, enfin, ils ont parfois, en tout cas les plus réacs. Et alors c'est pas toujours le cas de François, en effet, mais les plus réacs dans les responsables catholiques ont une vision assez bétaillère de l'humanité. C'est-à-dire que voilà, il faut des limites, des barrières de part et d'autre pour bien rester dans le chemin et pas dévier. Et puis, si jamais on ouvre une barrière, oh là là, on va voilà. Et c'est très méprisant à l'égard des humains parce que je pense qu'on est tous capables encore une fois, de réfléchir, d'avoir une démarche éthique, ça c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et c'est exactement ça en fait. Comme tu dis, enfin, pendant que tu parlais, je pensais au côté humain en fait, et c'est ça qui est quand même fou, c'est que on est donc un peuple d'humains
Mais sauf qu'il y en a qui seraient plus humains que moins humains. Mais c'est fou. Surtout qu'en plus, encore une fois, on ne fait de mal à personne. En effet, ce serait criminel. Par exemple, la pédophilie, voilà. Ça, Là, on fait du mal à quelqu'un. Là, on fait du mal à quelqu'un, c'est criminel, c'est fou. Mais être trans, être homo, être non-binaire, c'est simplement vivre sa vie. Et là, en l'occurrence, moi aussi, j'avais fait une tribune dans Le Monde, et le titre, c'était « Laissez-nous vivre ». Oui, voilà. Parce que, voilà, quel est le mal que l'on fait? Non, en quoi on gêne? Et c'est ça quand même que je n'arrive pas à comprendre. Et encore une fois, pour en revenir au message chrétien, c'était aussi accueillir le plus pauvre, accueillir la prostituée, accueillir voilà, la différence. Et puis voilà, on s'est resserré au fil des siècles. Et franchement, mais encore une fois, ne mettons pas tout le monde, enfin tous les catholiques, tous les chrétiens dans le même panier. Il y a heureusement des chrétiens progressistes et qui justement ont ce sentiment que l'autre a le droit de vivre et l'autre a le droit de vivre sa vie. Ils sont 1,4 milliard, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Mais alors, à propos de progrès, est-ce qu'il y a peut-être des... Bon, on sait qu'il y a des zones sur lesquelles l'Église actuellement ne transigera pas. Il s'en trouve peut-être d'autres où peut-être qu'il y aura des transactions. C'est-à-dire que le fait de pouvoir bénir des couples, des personnes qui forment un couple homosexuel, c'est quand même une avancée malgré tout. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ont fait un mariage civil, et puis ensuite on fait bénir, alors là en l'occurrence c'était bénir leurs alliances. C'était très fort pour eux. Et puis pour leur cousin un peu éloigné qui ne sait pas nécessairement ce que c'est que l'homosexualité, ne veut pas en entendre parler, et tout ça, c'était aussi quelque chose d'important de voir que un curé, en l'occurrence, acceptait leur union, voyait que ces deux personnes se faisaient du bien, pouvaient participer à la vie collective, à la vie de la cité. Et donc, du coup, ça, à mon avis, c'est quelque chose... On avancera en multipliant ces unions, et le fait de donner cette possibilité légitime aussi les courants progressistes dans l'Église, leur donne un peu de soutien, de la visibilité. C'est plus des personnes totalement marginales qui font le truc dans leur coin. Donc du coup, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut, par la multiplication, par le fait de les répéter, créer une forme de normalisation au sein de l'Église, d'union qui soit bénite, et puis peut-être un jour un mariage. Et puis l'importance aussi d'ailleurs de la science ou des études qui peuvent être faites, parce que là aussi à ce moment-là c'était des couples de même sexe, mais c'est horrible pour les enfants qui pourraient être adoptés ou autres. Et finalement toutes les études, et c'est là que c'est important aussi, c'est de ne pas rester sur des idées préconçues, le fameux slogan un papa, une maman. Et ben il y a, et on en connaît tous, des super couples, soit de femmes, soit d'hommes, qui ont des enfants et pour qui ça se passe très bien, et les enfants ne sont pas contaminés et ne sont pas forcément homo. Donc c'est très bien aussi. Hein. Et c'est très bien aussi. Non, mais quand je dis contaminé avec plein de guillemets, évidemment. Les enfants grandiront, mais en effet, il y a tout un tas d'études sociologiques, notamment sociologiques, qui ont été faites pendant longtemps. Et qui disent que ça produit pas il n'y a pas de situation différente, quoi. Le seul petit point qui est un peu compliqué, c'est le regard social. Mais là, du coup, faut renvoyer ça aussi à la société. Le regard social sur les enfants qui ont deux papas ou deux mamans. Mais dans plein de cas, d'abord, ça se passe quand même très bien, heureusement, pour les enfants. Et en tout cas, en famille, ils sont pas plus malheureux et probablement pas plus heureux non plus. Mais enfin, en tout cas, voilà. Que tous les enfants de la société, quoi. Et n'oublions pas non plus, en effet, les enfants de couples qui les battent ou qui... Oui, voilà, ça, c'est pas lié à l'orientation sexuelle. Exactement. Non, mais généralement, les couples LGBT ont plus maturé la décision d'avoir un enfant. Oui, exactement. Un enfant, ça a duré plus longtemps. Il y a une pression qui pèse sur eux qui est oui, puis quand il faut soit adopter, soit faire une PMA... C'est long. Voilà, on fait pas ça en rentrant bourré d'une soirée et en retournant le canapé, quoi. Ça nécessite de mettre les choses sur la table. Voilà. Pardonnez-moi. Je sais plus ce que j'allais dire. J'ai oublié. C'est malin. Oui, c'est bon. Oh.
18h42, passé de 47 secondes sur Info. Non, tous ces acquis sont fragiles quand même. Est-ce que la période n'est pas une période un peu malheureusement charnière? On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit Viktor Orban en Europe. Et puis on voit aussi on avait déjà vu ce qui se passait en Russie. En Grande-Bretagne aussi, avec la dernière décision Absolument. Concernant la Cour suprême. Et tout ça, c'est arrivé en pas très longtemps, quoi. Oui, c'est très rapide. Est-ce que ce sont des signaux faibles dont il faudrait s'inquiéter, ou est-ce que c'est un cycle, ou est-ce que c'est l'air du temps sur lequel le vent va souffler Ah non. Et nos acquis ont été crantés? Ah, les acquis ne sont pas du tout crantés. On le voit dans les différents pays qu'on évoquait tout à l'heure, l'Italie, la Hongrie, le Royaume-Uni. La Pologne a fait machine arrière et retourné vers le progressisme. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espoir quand même. Mais ces remises en cause sont quand même très, très, très profondes. Et ce qu'on peut percevoir, c'est aussi les difficultés qu'ont les institutions européennes à faire respecter les droits fondamentaux. Et je pense notamment à la marche des fiertés de Budapest, qui a été interdite à Budapest. Et Viktor Orban a fait voter un amendement constitutionnel pour faire cranter, à l'inverse, cette interdiction dans la Constitution. Donc du coup, non, je ne serais pas du tout optimiste là-dessus. À l'inverse, il faut se battre très, 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 très fort en ce moment, parce que nos droits fondamentaux sont remis en cause au sein même de l'Europe. Et j'ajoute une petite chose, c'est que la marche des fiertés, c'est pas juste des chars, de la musique, des paillettes, c'est aussi une marche revendicative. C'est très important pour faire entendre nos droits, et c'est pour ça qu'elle est remise en cause en Hongrie. Et on peut se questionner sur la possibilité après de remettre en cause certaines autres marches, certaines autres manifestations, par exemple, qui seraient de l'opposition du gouvernement de Viktor Orban. Est-ce qu'il faut inventer de nouvelles manières de lutter, de porter des luttes? Alors, faut à la fois avoir ces signaux super inquiétants, et en même temps, faut pas sous-estimer du tout que pendant tout ce chemin, en France, ça fait 50 ans que c'est en chantier cette affaire. Hein. Depuis, si je remonte à 1971 et puis l'assaut de l'émission de radio de Ménie Grégoire, là. Donc ça fait plus de 50 ans même que c'est... la société, elle a bougé, et on a des alliés qu'on n'avait pas. Et en Hongrie, par exemple, il y a des manifestations. Il y a eu une grey, une pride grise. Ils sont tous habillés en triste. Ils sont tous habillés exactement. en triste. Et il y avait du monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas seulement les participants, LGBT. les militants LGBT qui étaient là. Il y a voilà. On a des alliés, et ça, faut pas qu'on le sous-estime. Ouais. Il faut qu'on les sollicite, mais il faut pas qu'on sous-estime. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas qu'on se laisse. Faut qu'on soit très conscient de ce qui se passe, mais il faut pas qu'on se laisse complètement impressionner et qu'on se dise oh la vache, c'est foutu, on va encore prendre cher. Il n'y a aucune fatalité dans tout ce qui arrive là. Ouais, On a la main, enfin je veux dire d'autres aussi, mais nous aussi on a la main, et on peut agir, on peut voilà. Et on est dans une société qui quand même où les LGBT-phobies reculent, même s'il y a des poussées. Voilà. Si on prend sur le temps long, ça a vachement reculé. Alors globalement, oui, certainement. Là, je prêche un peu, ce qu'il y a de le dire, pour ma paroisse, concernant les transidentités. Là, pour le coup, il y a plutôt de la régression. Et moi, ce qui me fait énormément peur, c'est quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec, en effet, un Donald Trump et ses fameux décrets anti-trans, c'est moins qu'on puisse dire. Et finalement, la population qui a voté, finalement, ils sont solidaires. Hein. Les trans, ils n'en ont strictement rien à faire, avec toujours, de toute façon, ces mensonges qu'on évoquait tout à l'heure. Et moi, ce qui m'a fait de la peine, par exemple, dernièrement, c'est quand même cette enseignante de mémoire, c'est en Floride, qui a été virée, tout simplement parce que, j'allais dire, elle était humaniste. Il y avait un petit garçon qui était trans ou en questionnement, qui avait son prénom d'usage. Elle l'a utilisé. Bon, ça, là aussi, ça fait de mal à personne. Au contraire, pour l'enfant concerné, voilà, ils se sont reconnus. Eh bien, elle a été virée parce qu'on considérait que c'était du wokisme, etc., etc. Et ça, c'est vraiment affolant parce que quand on voit quand même que une des plus grandes démocraties rejoint finalement exactement ce qui se passe en Russie, où là, pour le coup, là, c'est pas que les trans, mais c'est aussi les homos. On se dit quand même que c'est
oui, c'est inquiétant. Et pour la communauté trans aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que elle va devoir se cacher. Et puis nous, ce qui nous inquiète aussi au sein, par exemple, de mon association Trans Santé France, où en effet, on travaille beaucoup avec des scientifiques, des médecins et autres, mais ça va faire un recul énorme, parce qu'en fait, on n'a plus le droit d'utiliser certains termes, comme d'ailleurs transidentité, voire femme aussi d'ailleurs. C'est ça qui est quand même fou. Mais ça va être, là, on part dans une forme d'obscurantisme extraordinaire. À la limite, on rejoint des pays comme, enfin, pas nous, mais les États-Unis, on rejoint des pays comme l'Iran, des pays où, voilà, il faut aller vraiment dans une norme terrible, religieuse aussi, hein, d'ailleurs. Et moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est quand on voit, en effet, on l'évoquait tout à l'heure, l'arrêt de la Cour suprême de Grande-Bretagne, qui considère que les seules femmes qui sont vraiment femmes sont des femmes biologiques, ce qui veut dire que moi, je ne suis pas une femme. Donc je suis peut-être un monstre, en effet. Et de voir aussi, puisqu'on l'évoquait, on évoquait les réactionnaires, mais c'est quand même un gouvernement travailliste qui est actuellement en Grande-Bretagne, qui vient d'interdire les bloqueurs de puberté, là aussi, sur, je suppose, la foi de contre-vérité scientifique, hein, puisque on ne veut plus qu'un enfant qui est dans une grande détresse, dans un enfant en questionnement, qui a peur de voir arriver ces changements liés à la puberté. Bon, on peut prescrire des bloqueurs de puberté. Bon, j'ai les chiffres en France, c'est ultra minoritaire, mais c'est vraiment dans des situations catastrophiques, avec l'accord des parents, avec l'accord des médecins. Et là aussi, tous les réacs, on dit c'est des médicaments complètement dangereux, des médicaments expérimentaux, des médicaments irréversibles. Puis comme si on les distribuait comme des Alors d'abord, comme Smarties, si on les quoi. distribuait à la première pharmacie du coin. Et puis surtout, ce qui est quand même important, c'est que ce n'est pas du tout expérimental. Ça fait 40 ans que les bloqueurs de puberté existent pour les enfants. Ce matin, justement, je discutais avec un pédo psy et aussi pédo-endocrinologue qui disait que ces médicaments ont même été administrés à des enfants de 2-3 ans qui avaient déjà des phénomènes finalement de puberté. Et donc, On les connaît. donc c'est connu, C'est ça, les on connaît sont connus. toutes les contre-indications et tout ce que ça peut provoquer. Et simplement, ça provoque aucun danger. Mais pour les enfants qui ne sont bilan, pas trans, ça provoque, c'est pas dangereux. Mais pour les enfants trans ou en questionnement, c'est dangereux. Donc vous voyez, on revient à chaque fois dans une forme d'idéologie. Et là, donc, même un gouvernement travailliste en Grande-Bretagne est rentré dans ce schéma-là, influencé. Mal influencé par toutes les contre-vérités qui peuvent être dites et qui n'ont rien à voir avec la science, encore une fois. Donc c'est vraiment, moi je trouve quand même que du côté trans, c'est quand même assez inquiétant. Mais là, la question, elle est posée à l'Europe. Là. Enfin, en tout cas, il y a un truc là je ne sais pas quelle sera la réponse, mais sur les dérives des États-Unis et du monde anglo-saxon, parce que ça, c'est effectivement, c'est une grosse mauvaise nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est un plutôt, truc ouais. très préoccupant, parce que normalement, c'était un allié, c'était voilà. Et là, tout d'un coup, tout se retourne. Alors, on va voir jusqu'à quel point ça va se retourner. Mais en tout cas, la question, et notamment sur les scientifiques, la question, elle est posée à l'Europe. On fait quoi, nous? Parce que c'est la même chose sur les enjeux climatiques. Je compare pas les deux, hein, mais il y a un même enjeu scientifique sur d'autres questions, où tout d'un coup, ils se sont dit non, on s'en occupe plus, c'est pas la science. Bah si, en fait, c'est la science. Donc voilà. Et là, pour le coup, la réponse, on l'a pas encore, quoi. Enfin, elle est en train d'être construite. Dans les pays à regarder de près, j'ai fait un papier dans le TETU le dernier. de ce trimestre sur la gauche et les transidentités, la gauche qui nous lâche sur les questions de transidentité. Un autre pays à surveiller de près, c'est l'Espagne, avec le PSOE qui est divisé littéralement en deux sur la question, avec l'ancienne ministre de l'égalité qui a publié un livre de 200 pages défendant des théories transphobes. Et donc, du coup, la gauche n'est pas toujours intrinsèquement liée avec nos combats. C'est aussi un combat de tous les jours que de... En France, c'est la même chose, parce que moi, j'ai quand même souvenir d'élus du PS très féministes. Et parce que, je pense à Laurence Rossignol. Voilà. Qui, en fait, était considéré que, en effet, nous, femmes trans, en prenant des thèses, des TERF, qui sont vraiment les féministes transphobes, en fait, on était en train d'investir en fait, et de détruire le message des vraies femmes, entre guillemets, des féministes, et que voilà, on était dangereux
pour le féminisme. Or, je pense, et on ne va pas faire des catégories, mais je pense qu'il n'y a pas plus féministe que les femmes trans, parce qu'en effet, en plus du fait qu'on vit aussi le sexisme et toutes ces horreurs quotidiennes, il y a aussi le fait que, voilà, qu'on est trans et qu'on est rejeté. Donc, mais voilà, bon, ça évolue, hein, mais il n'empêche qu'il y a quand même des débats qui peuvent exister au sein de la gauche qui ne nous est pas toujours avec des idées, encore une fois, des idées préconçues, parce que je ne vois pas en quoi on détruit éventuellement la fameuse thèse des TERF, c'est qu'en effet, on serait en train d'introduire le milieu féminin pour remettre, et ça revient tout seul d'ailleurs, le masculinisme. Or, en effet, nous, je pense qu'on est les premiers à lutter contre le masculinisme. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des thèses complètement débiles. Ouais. Mais c'est vrai qu'à gauche, c'est compliqué. Je suis bien placé pour le savoir, dit-il en soupirant. Vous avez entendu mon soupir? On l'a bien entendu. Mais c'est parce que Denis Quinqueton est co-directeur de l'Observatoire LGBTQ de la Fondation Jean Jaurès, le laboratoire à penser du Parti Socialiste. Il y a beaucoup de gens de la Fondation Jean Jaurès, par ailleurs, qui rejoignent le truc de France Info. Oui. Voilà, on aime bien, pareil, aussi la Fondation Jean Jaurès. Mais non, mais après, du coup, on peut dire, en revanche, mais en fait, je voulais dire un truc Pardon, sérieux. Bon, tout était sérieux. Ça va, là. Mais en fait, je l'ai oublié. Non, mais Non, ce qu'on peut dire, c'est que la position de Laurence Rossignol en France est ultra minoritaire au sein du PS. C'est-à-dire que la gauche, d'une manière globale, porte la revendication de l'autodétermination de genre, la simplification du changement d'état civil. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait le mettre dans la Constitution, mais ça, c'est un autre débat. Mais d'une manière globale, quand on appelle la gauche, elle répond malgré tout. Oui, bien sûr. Oui, puis alors je ne vais pas parler pour elle, surtout pas. Enfin, je veux dire parce que je ne suis pas du tout habilité pour ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue, mais il me semble qu'elle a un peu bougé quand même sur le sujet. Hein. Qu'est-ce qu'il reste comme résistance? Mais il reste la méconnaissance. Alors je souscris exactement à ce qu'a dit Béatrice tout à l'heure. Il reste la méconnaissance. Enfin, il y a quand même une sénatrice qui a été obligée d'expliquer. En l'occurrence, c'était Mélanie Vogel, la sénatrice écologiste des Français de l'étranger, qui a fait un discours. Alors ça, c'est pareil. Reportez-vous-y. Elle a fait un discours absolument remarquable. Alors j'ai plus la date du débat parlementaire, mais c'était l'année dernière. C'était en mai. C'était en mai l'année dernière, contre l'immonde projet de loi des Républicains. Et voilà quoi. Enfin, elle dit son propos, c'est de dire, par exemple, sur les bloqueurs de puberté, les bloqueurs de puberté, ça sauve des vies. Point. Voilà. De mémoire, elle parlait aussi d'une personne de sa famille qui oui, était elle trans a appuyé ça sur un enfant tout à fait. Sur son vécu et son expérience. Ce qui est compliqué à gauche, c'est qu'on doit faire face à la même méconnaissance qu'ailleurs. Et donc, il faut expliquer, il faut dire ce que c'est, et puis après les gens... mais parce que on construit des opinions sur des préjugés, ce qui est un peu contradictoire normalement quand on est de gauche, puisque c'est plutôt l'idée de pas faire ça justement. Mais bon, voilà, personne n'est parfait. Mais donc du coup, il y a un travail qui est à faire, parce que après, quand on a un président de la République qui en pleine campagne législative va au fin fond de la Bretagne pour nous dire... Sur l'île de Saint. C'était sur l'île de Saint. Sur l'île de Saint, tout à fait. C'est en Bretagne, je n'ai pas dit de bêtises. Non, c'est bien ça. Dans le Finistère. Qui va sur l'île de Saint pour nous expliquer que le Front Populaire a un programme ubuesque. Puisque, c'est surtout, sa phrase, c'était, vous vous rendez compte, les trans, ils veulent aller à la mairie pour changer de sexe. Mais c'est ubuesque. Enfin, le mec, il est censé être instruit, enfin, j'espère. Il sait très bien qu'il faisait une démagogie crasse. Sauf qu'il fait une démagogie, et ça c'est dangereuse, enfin qui fait, blessante et dangereuse pour les gens, qui met en danger. Jusqu'à présent, il faut reconnaître que sous la présidence Macron, on n'a pas eu d'avancée, mais on n'a pas eu non plus. Il n'y a pas eu de recul. Il n'y a pas eu de recul. Ouais. Et ça m'a vraiment étonné parce que, en plus, parler de mélanger sexe et genre, enfin, voilà, ça semble montrer une méconnaissance. Puis faire croire qu'il ne sait pas qu'à la mairie, c'est la question de l'état civil qui se règle. Donc c'est effectivement la mention du sexe à l'état civil. C'est ce qui est marqué dans la loi. Enfin, voilà.
Et puis tous les magistrats voudraient ce changement parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais 99% des demandes de changement d'état civil aboutissent à une réaction positive. Donc du coup, c'est vraiment rajouter de la paperasse, rajouter de la bureaucratie envers une justice qui en a absolument pas besoin. Morgane dans le chat dit: quand laissera-t-on enfin les personnes trans parler de transidentité dans les sphères expertes et politiques? Il me semble que Béatrice Delas par en parle un peu. C'est vrai. Ah bah, tout à fait, Oui, c'est c'est un peu ton job en ce moment. c'est ce que notamment j'essaie de faire, puisque le principe de mon association, c'est pas une association de terrain, c'est une association qui essaie de faire avancer les choses. Et notamment, on est assez fiers d'avoir réussi à faire avancer les choses, notamment du côté de l'assurance maladie. Bon, régulièrement, je vois aussi avec... ça a été compliqué ces derniers temps avec les ministères, parce que ça a quand même beaucoup changé. Mais avec la DILCRA, on travaille aussi d'une manière très sérieuse. Donc, on essaie franchement de faire avancer. Et prochainement, je peux vous annoncer d'ailleurs que mon association, on va sortir un document avec les priorités justement des attentes, les attentes les plus urgentes des personnes trans, pour essayer de faire avancer la société, que ce soit sur le plan juridique, médical, etc., etc. Donc on essaie de faire avancer les choses et on essaie aussi d'expliquer, par exemple avec Aurore Berger, qui est l'actuelle ministre à l'égalité femmes-hommes, bon, dans son précédent, puisqu'elle est revenue, mais la fois précédente, bon, on avait constaté qu'elle connaissait pas grand-chose quand même, et j'ai longuement discuté avec elle. Et là aussi, sans partir du principe toujours de dire bon, les gens sont transphobes ou autres, c'est aussi voilà une explication. Moi, je pars pas sur le principe que quand les gens nous agressent un peu, c'est pas forcément de la transphobie, c'est toujours ce problème de connaissance et de culture. Et avec Aurore Berger, j'ai réussi à lui expliquer quand même, voilà, encore une fois, qu'on n'était pas des monstres, qu'on simplement demandait à avoir une vie normale. Bon, pour l'instant, il n'y a pas quand même grand-chose qui avance, mais voilà, c'est ce qu'on essaie quand même de faire, et notamment aussi dans notre congrès qu'on fait tous les ans, sur le plan scientifique, qui nous semble vraiment important par rapport aux études. Et puis j'étais aussi experte dans la Haute Autorité de Santé, où là, il faut reconnaître que ça coince un peu, parce que normalement, nos recommandations devaient sortir au mois de mars. Là, on vient d'apprendre qu'elles seront reportées au mois de juillet, parce qu'on sent que, voilà, derrière, et moi je le sens aussi chez les politiques, c'est un sujet, ils en ont peur quand même, parce que c'est clivant, que majoritairement, les gens ne connaissent pas trop les transidentités, et être favorable aux transidentités, ça peut faire perdre des électeurs. Et ça, c'est quand même un point moi, qui me gêne beaucoup et qui m'inquiète. Et alors que c'est juste, enfin comment dire, mais c'est un phénomène réel. C'est-à-dire qu'on est tellement frappé par l'actualité, notamment aux États-Unis ou de l'autre côté en Russie ou dans l'est de l'Europe, qu'on a fini par se dire ah ouais putain c'est un truc qui va nous faire perdre des électeurs. Que dalle. Enfin je veux dire de la même manière que le Pax n'a fait perdre aucun électeur à aucun élu, ni même le mariage d'ailleurs. Ça en a plutôt fait gagner un peu. Et puis surtout, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas des motivations de vote ou extrêmement marginales. Ça mais il y a cette espèce de l'explique. truc où on est comme auto-intoxiqués, enfin pas nous, mais comme il y a des élus qui sont intoxiqués par l'actualité, quoi, qui se disent ah ouais c'est un sujet, tout ça, faut pas que je sorte là-dessus, alors qu'il n'y a pas de danger, quoi. Enfin, Chers amis, il est 19h01, passé de 13 secondes, 14 secondes. L'heure a filé, c'est le moment de nous quitter. Avant de nous quitter, peut-être que c'est l'heure du mot de la fin ou du mot de la suite. Denis Quinton. C'est la patate chaude. Merci. Non, au départ, on parlait du pape François. Non, quand même, il a pas été parfait, mais il a fait des choses intéressantes. Moi, là où je lui en veux, c'est il n'a pas été du tout à la hauteur, mais après tout, voilà, sur les questions du sexisme, sur les questions des violences sexistes et sexuelles, et il s'est sérieusement pris les pieds dans le tapis sur les viols d'enfants dans l'Église, mais il a aussi fait d'autres choses qui étaient, qui, à mon avis, ont fait avancer la réflexion, y compris la réflexion des chrétiens de bonne volonté. Merci Denis. Nicolas Schaeffer, le mot de la fin, le mot de la suite. Moi, je voudrais dire que j'ai discuté avec pas mal de croyants LGBT en ce moment et ils sont pas très rassurés du prochain pape. Ils se demandent qui ça pourra être, est-ce qu'il va porter leur voix, et ils sont très inquiets et très attentistes en ce moment.
Merci Nico. Béatrice Denas, le mot de la fin, le mot de la suite. Bon, ça va être une boutade, aller pour rire. Dire que bon, voilà, je suis né dans une famille catho, je suis allé au catéchisme, et puis petit garçon, j'ai pas arrêté de prier Jésus, je veux être une fille. Et ben, ça n'a jamais marché. Comme quoi, les miracles, ça n'existe pas vraiment. 19h, quasiment 3, t'aurais dû faire de la radio, Béatrice. Merci à tous les trois, c'est la fin de ce stream. Merci d'avoir suivi. Merci à vous dans le chat. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, leur tati préféré, que sais-je, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, pardon, c'est franceinfo.fr, mais vous le savez bien sûr. Il est aussi dispo en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuit peut-être tout à l'heure sur Discord, dans quelques heures en tout cas, le temps que je me retransporte chez moi par exemple. Jules va mettre le lien dans le chat s'il ne l'a pas déjà mis. Discord, c'est pas mal notamment pour qu'on échange ensemble plus directement, plus simplement aussi. Merci pour vos questions dans l'ensemble plutôt bienveillantes, pas très nombreux ce soir, mais vous étiez là, vous parliez entre vous. C'est très bien aussi. Merci à Jérém Alamodé qui vous a très peu censuré, qui était là aussi. Merci Jérém. Merci à Cyril Balta à la réal. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Merci bien sûr à Camille Rio à la programmation. Camille, c'est l'homme des téléphones, des annuaires qui sonnent et des téléphones qu'on tourne. Camille, on se donne rendez-vous déjà, donc je pense demain, même endroit, même heure, à 17h et jusqu'à 19h, avec, il me semble, je pense qu'on va retourner, on va faire un petit tour à Kiev, et on retournera un peu aussi à Rome. On va souvent aller à Rome les prochains jours. C'est ça, exactement. Notamment avec Vladimir Poutine qui refuse d'enclencher les pourparlers avec Kiev, qui avait eu quelques critiques de la part de notamment J. Evans. Et dans un second temps, nous nous pencherons toujours Vatican qui fait l'actualité de la semaine, et notamment sur la diplomatie silencieuse mais néanmoins puissante du Vatican sur la scène internationale. Merci Camille Rio, programmateur du stream. On se retrouve donc demain, même endroit, même heure, 17h, 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.